Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette rencontre professionnelle consacrée au programme Erasmus+. Donc, ce programme, comme vous avez pu le lire dans nos mails d'information, rassemble des opportunités de financement pour les professionnels de la culture. Donc, l'idée ce matin, c'est de faire un premier niveau d'échange, de vous proposer un premier niveau d'échange concernant ces possibilités. La rencontre est animée par Loïc Mellet, ici présent, et que je tiens à remercier très sincèrement pour sa participation. Loïc est donc chargé de mission pour l'action européenne et internationale à la Direction générale de la création artistique au ministère de la Culture. Un petit rappel, donc pour vous informer que cette rencontre en fait, s'inscrit dans le cadre d'un outil d'Occitanie en Seine qui s'appelle la coopérative de projets européens et internationaux. Donc, qu'est-ce que cette coopérative? Cette coopérative, c'est un outil d'appui et de ressources collectives destiné aux acteurs et actrices de la région Occitanie qui souhaitent développer ou qui développent des projets de coopération à l'échelle européenne ou internationale. Donc, cet outil permet effectivement de monter en compétence sur des programmes de coopération, sur de la méthodologie de projet et de rencontrer des acteurs, porteurs, porteuses de projets culturels. L'idée étant de développer une dynamique et une communauté autour de ces questions de coopération internationale. Donc, dans ce cadre, nous proposons de manière régulière des rendez-vous sous forme de plénière ou d'ateliers. Voilà pour ce qui est de la coopérative de projet. Voilà, je tiens à remercier mes collègues Riyad Boukari qui gère les questions dans le chat sur les différentes plateformes que sont YouTube, Facebook, Twitter et Zoom, et Joël Macaire qui est en support technique pour la retransmission en direct sur YouTube. Voilà, il sera donc possible de revisionner cette rencontre ultérieurement. Je laisse à présent la parole à Loïc Mellet pour la présentation du programme Erasmus+, donc la programmation 21-27. Voilà, Loïc, je te laisse la parole. Alors, bonjour, donc, je suis Loïc Mellet, je travaille à la DGCA au ministère de la Culture. Alors, on va être dans une situation technique un petit peu compliquée parce que j'ai pas réussi, j'ai un problème informatique, donc à partager mon écran. Donc, je vais devoir, comment dirais-je, solliciter la bienveillance de Christelle pour nous aider à passer les slides de la présentation que j'avais préparée. Ça va générer une difficulté supplémentaire. Je m'en excuse, mais voilà, je me souviens plus de mon mot de passe. Donc, c'est un peu stupide, mais c'est comme ça. Pour commencer, alors peut-être Christelle, tu peux mettre justement la petite présentation. En attendant, je vais me présenter. Donc effectivement, moi je travaille à la DGCA. Alors comme l'a dit Christelle, j'ai travaillé près de 5 ans comme chargé de mission Action européenne internationale à la DGCA, mais la réforme en cours du ministère fait que j'ai changé de mission. Donc là, je suis encore là à ce titre-là. Mais dorénavant, si vous cherchez mon nom sur le site de la DGCA, je suis responsable, enfin, je vais m'occuper de la politique des résidences et des tiers-lieux à la DGCA, tout en restant référent pour le programme Erasmus pour notre direction. Et donc, oui, et puis bon, alors voilà, le temps que ça arrive. Donc, moi, je connais, pas par ailleurs, moi, je connais assez bien la région Occitanie, puisque malgré mon accent, j'ai grandi à côté de Perpignan et j'ai travaillé assez longtemps, moi, pour le festival Jazzèvre, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, le festival de jazz et de musique improvisée. Voilà ma petite présentation, du coup. Donc, alors, pour parler d'Erasmus, on va faire quatre grandes parties. Tout d'abord, une présentation générale du programme. Ensuite, on va échanger on va présenter des exemples de projets financés. Si on a le temps, on aura un échange sur la généralité, sur les projets de partenariat dans Erasmus pour se donner des éléments de réflexion. Et après, on fera donc un petit temps de conseils et conclusions où on pourra échanger ensemble. Normalement, on s'est donné 2 heures, hein, c'était ce qui était demandé. Bon, moi, je peux dépasser un peu, on verra comment ça se passe. Et alors pour commencer, on va d'abord, voilà, je sais que le format visio est pas simple, donc j'ai mis quelques endroits des quiz en fait pour échanger avec vous, pour essayer que ce soit pas uniquement moi qui parle tout seul pendant 2 heures, et notamment, et voilà, on va faire des quiz et je vais aussi profiter de l'occasion pour parler un peu de l'Europe, ce qui permet de mieux comprendre sans doute comment est-ce que Erasmus s'intègre dans tout ça. Donc tout d'abord, on va faire un petit quiz quoi, avec quelques petites questions qui vont nous permettre d'ouvrir un peu le débat. Donc je vous invite dans le chat à mettre comment dirais-je, vos réponses, hein, et puis on va échanger après sur la réponse possible. Comment dirais-je, donc la première question je me permets de vous poser,
Qu'est-ce que c'est que l'Union européenne? Est-ce que c'est une autocratie technocratique déconnectée de la réalité? Est-ce que c'est un espace de coopération entre États et entre sociétés civiles européennes définies par des traités? Est-ce que c'est une structure néolibérale au service des lobbies industriels? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on pense de ces trois questions, de ces trois possibilités? Alors, vous pouvez mettre dans le chat A, B ou C en réponse. Et puis voilà. Ouais, je vois beaucoup de B qui arrivent. Alors effectivement, on est plutôt effectivement sur B. C'est effectivement un espace de coopération défini par les traités. Mais en fait, la partie C est à réfléchir parce que la question des lobbies, alors dans l'espace européen, on ne parle pas tellement de lobby. Ça, c'est plutôt un discours, comment dirais-je, critique sur l'Union européenne qui est posé. Mais en fait, quand on fait des projets européens, il y a systématiquement, enfin très régulièrement en tout cas, une dimension dite de plaidoyer, en fait. On parle de plaidoyer plus que de lobby, mais il y a quelque chose comme ça qui est quand même présent. C'est-à-dire chaque projet, chaque espace de coopération à l'échelon européen impose en fait d'avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on raconte. Et ça fait partie un peu de la dimension nécessaire des projets. Mais évidemment, bien sûr, en priorité, c'est la partie B. Ça, c'est un espace de coopération entre États. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de l'Union européenne, ne fait pas ce qu'elle veut, elle fait des choses en fonction de ce que les traités lui imposent. Alors, le citoyen européen, deuxième question, est le grand oublié de la construction européenne. B, bénéficie de la liberté de circulation et de travail partout dans l'Union européenne. C, peut bénéficier partout dans le monde de la protection diplomatique de n'importe quel pays membre de l'Union européenne. Alors, quel est votre avis par rapport à ça? Ouais, je vois beaucoup à nouveau des B. Et ouais, effectivement, je vois un BC. Oui, effectivement, c'est plutôt BC en fait. C'est donc A, ça c'est plutôt un avis politique. On peut être plus ou moins d'accord, mais B en tout cas, c'est certain. Effectivement, le citoyen européen peut bénéficier de la liberté de circulation et de travail partout dans l'Union européenne. Et C, effectivement, un citoyen européen peut bénéficier partout dans le monde de la protection diplomatique de n'importe quel pays membre de l'UE, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel quand on regarde ça d'un point de vue politique, quoi. Alors, à nouveau, deux autres petites questions. L'Union européenne a comme objectif prioritaire A, de rendre accessible au plus grand nombre les grandes œuvres de l'esprit, B, de constituer une organisation fédérale pour prendre le pouvoir sur les États, C, de promouvoir la paix et le bien-être de ses peuples. Alors, oui, je vois des A, B, C, AC. Ouais. En fait, A, c'est un objectif du ministère de la Culture. Ce n'est pas l'objectif de l'Union européenne. L'Union européenne ne se pose pas ce type de questions, a priori. B, ça, à nouveau, c'est un point de vue politique avec lequel on peut être plus ou moins d'accord, mais a priori, ce n'est pas le cas. Et c'est plutôt C. C'est même pas plutôt C, CC, puisqu'effectivement, c'est dans l'article 1 des traités de l'Union européenne, il y a cet objectif-là. L'Union européenne a pour objectif de promouvoir la paix et le bien-être de ses peuples. Ce qu'il faut se rappeler, c'est effectivement, quand on monte des projets européens, cette question-là n'est jamais très loin de ce qu'on essaie d'argumenter. On est forcément un espace de coopération permettant cela. Enfin, dernière petite question du quiz. Monter un projet européen permet d'obtenir des très très grosses subventions, d'avoir beaucoup d'argent, de coopérer avec diverses structures partenaires en Europe et dans le monde, en B, ou C, d'avoir des difficultés administratives et de trésorerie sans fin. Oui, alors là, effectivement, les trois ABC, oui, c'est un peu les trois. Ça peut permettre d'obtenir des très grosses subventions, mais il faut avoir en tête, en fait, les financements européens ne servent pas comment dirais-je, à compenser malheureusement des financements nationaux ou locaux qui seraient déficients, malheureusement, en fait. Les projets européens les financements européens permettent de financer des projets spécifiques. Et donc, ça peut être des très grosses subventions, mais malheureusement, voilà, il est compliqué, pas toujours évident de l'utiliser pour compenser un manque de financement par ailleurs. Et par ailleurs, Erasmus le démontre, on peut monter des projets européens avec des tout petits financements. Donc, en fait, ce n'est pas complètement vrai. B, ça, c'est complètement vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, un projet européen, ça permet de coopérer. C'est même un objectif principal, de coopérer avec diverses structures de coopération, enfin de partenaires en Europe et dans le monde. Et c'est, alors ça dépend des programmes. La question des difficultés administratives et de trésorerie. Il y a des programmes sur lesquels c'est très compliqué, mais il y a des programmes sur lesquels ça fonctionne mieux. Et notamment, Erasmus permet effectivement de simplifier, d'avoir moins de difficultés de trésorerie. Et on va maintenant en parler. Juste un petit rappel, pardon, excusez-moi aussi, ça c'est un petit détour par le droit ou par la science politique, mais c'est des éléments importants à avoir en tête. Donc l'Union européenne n'est pas un État.
c'est important, c'est-à-dire que l'Union européenne n'a pas la compétence de la compétence, elle ne fait pas ce qu'elle veut, elle fait ce que les États membres lui demandent de faire. Elle a des compétences dites d'attribution. Et elle a 3 types de compétences: exclusives, partagées et d'appui. Exclusive, c'est-à-dire qu'elle agit toute seule. Partagée, elle agit avec les États. D'appui, elle agit non pas pour remplacer les États, mais en appui des politiques d'État. Et en fait, dans comment dirais-je, les politiques qui intéressent le champ culturel et le champ éducatif, la culture, l'éducation, etc., on est, à votre avis, dans des compétences quoi? Exclusives, partagées, d'appui? Dans des compétences d'appui, en fait. Je ne vais pas attendre la réponse. Et donc, c'est un élément important. C'est-à-dire qu'en fait, on est... non, c'est d'appui, absolument. Ce n'est pas partagé, c'est d'appui. C'est-à-dire, effectivement, a priori, l'Union européenne n'intervient pas à la place des États. L'Union européenne n'intervient pas avec les États. Elle intervient pour accompagner les États à faire plus, mieux ou autrement. Voilà, autrement, on va dire en tout cas. Donc concrètement, Erasmus, donc voilà, l'éducation, la jeunesse, le sport, c'est une compétence d'appui au titre des traités, l'article 165 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. C'est un programme ancien, qui a 30 ans, 33 ans maintenant, 1987, qui s'est créé par ajouts successifs. D'abord l'enseignement supérieur, après la jeunesse, ensuite la formation professionnelle, l'enseignement scolaire qui est venu ensuite, le service volontaire européen avec différentes étapes. Et donc, il y a les ajouts successifs qui ont permis comment dirais-je, de constituer le programme tel qu'il est aujourd'hui, avec 2 constats à avoir en tête. Un, la mobilité internationale, ça permet d'améliorer les apprentissages, ça aide aux apprentissages, ça permet d'apprendre des choses. Et aussi 2, très très important pour l'Union européenne dans le contexte qu'on connaît tous de critique de la question européenne, c'est Erasmus est sans doute le programme qui permet le plus de renforcer le sentiment européen par rapport à d'autres programmes qui sont beaucoup plus critiqués. Et concrètement, au Parlement européen, c'est le programme qui est le moins discuté, y compris dans des partis politiques qui sont a priori anti-européens et qui souhaitent la disparition de l'Union européenne. Le programme Erasmus, c'est un programme qui est très très peu critiqué, qui est plutôt très 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 positivement connecté. Et donc, Erasmus a quelques objectifs principaux, c'est un programme de l'éducation. Tout d'abord, aider, comment dirais-je, dans le cadre de la stratégie, ce qu'on appelle la stratégie Europe 2020, qui est la stratégie pour l'Union européenne, d'abaisser le taux de jeunes qui quittent prématurément l'éducation et la formation à moins de 10%, et d'augmenter le niveau de diplomation de l'enseignement supérieur chez les adultes. Donc au moins 40% des 30-34 ans qui ont un diplôme de l'enseignement sup. Et dans la mise à jour de la stratégie qui a été faite en septembre dernier, il y a quelques objectifs principaux complémentaires. Renforcer les mobilités et l'apprentissage, avec cette idée que quand on fait une mobilité, on apprend des choses. Améliorer les curricula, c'est-à-dire les cursus d'enseignement. Renforcer la reconnaissance des certifications professionnelles. Et promouvoir, ça c'est important pour nous, promouvoir une identité et une culture européenne. Donc ça, c'est ces éléments-là qui sont peut-être un petit peu théoriques par rapport à notre propos, permettent quand même de comprendre de quoi on parle, et d'avoir une vision un peu générale. Et quand on va rentrer concrètement dans le programme, ça va nous permettre de mieux saisir où on se situe. Alors concrètement, Erasmus+, donc c'est un programme européen pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, qui peut permettre aux étudiants, aux jeunes de moins de 30 ans, aux enseignants, aux professionnels, de réaliser les mobilités d'apprentissage ou de transmission, c'est-à-dire d'enseignement. Ça, c'est un premier objectif. Et un deuxième objectif, c'est le programme permet d'aider les organisations qui interviennent dans le scolaire, le supérieur, la formation, la jeunesse, l'apprentissage non formel, à développer des projets internationaux. C'est bien les 2 dimensions qui sont posées. Je vois une question, et après 30 ans, on va en parler un peu plus loin dans le déroulé. La question de l'intervenant est importante, parce que ça veut dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un établissement scolaire dans le supérieur, un centre de formation professionnelle, que vous ne pouvez pas monter les projets Erasmus, parce que vous pouvez monter un projet Erasmus qui se construit autour d'un projet de transmission. Et ça, c'était l'élément important. C'est pas forcément, le programme ne se limite pas aux personnes qui sont, aux structures qui sont spécifiquement dédiées au champ de la formation et de l'enseignement. Erasmus se consacre à 5 secteurs. C'est comme ça qu'on dit. Alors, dans Europe Créative, si vous connaissez le programme, on parle de volets. Dans Horizon 2020, qui est un autre programme européen, on parle de cluster. Dans Erasmus, on parle de secteur. Donc, il y a 5 secteurs de l'éducation et de la formation. L'enseignement scolaire, la formation professionnelle, l'enseignement sup, bon, c'est le truc le plus connu, l'auberge espagnole, etc. L'éducation des adultes et le secteur de la jeunesse. Alors, en fait, pour être tout à fait exact, c'est 6. Mais je ne parle pas du secteur sport,
parce qu'il est piloté directement depuis Bruxelles et ce n'est pas le programme le plus important. Donc, normalement, c'est 6, mais on va dire pour simplifier, en tout cas à votre niveau, on va dire 5, parce que c'est les 5 endroits où vous pourrez, à mon avis, monter des projets. Le scolaire, la formation pro, le supérieur, l'éducation des adultes et la jeunesse. Avec 3 types de projets qu'on va retrouver dans chacun des secteurs. Ce qu'on appelle l'action clé 1, les projets de mobilité, l'action clé 2, les projets de coopération, et l'action clé 3, les projets de soutien à la réforme des politiques publiques. Donc en fait, pour chacun des secteurs qu'on a évoqués, les 5 secteurs, vous avez 3 types d'actions possibles. En gros, 1 à 3 appels à projets chaque année, ce qui fait du coup, si vous réfléchissez bien, enfin si vous calculez rapidement, énormément d'ouverture en fait, parce que vous avez 5 secteurs, 3 axes différents, et pour chaque axe, enfin pour chaque volet, pour chaque action clé, pardon, 1 à 3 appels. En fait, vous avez énormément de possibilités, rien qu'en termes d'appels possibles. Un règlement d'intervention, le guide du programme Erasmus, qui peut... oui, alors c'est pas exactement 45, hein, merci pour le calcul, parce qu'en fait, il n'y a pas toujours 3, ça dépend des volets, il peut y avoir 1 à 2 à 3, ça dépend. Donc du coup, c'est pas si clair que ça. Mais en tout cas, effectivement, ça fait, pour simplifier, on va dire beaucoup. Un règlement d'intervention qu'il faut lire, qui est le document un peu de travail principal, et une circulaire du MESRI, donc le ministère de... je ne me rappelle plus, l'enseignement supérieur de la recherche, qui c'est donc le ministère qui pilote Erasmus, qui permet de préciser les conditions d'intervention du programme pour la France. Avec du coup un programme qui s'oriente pour les pays, comment dirais-je, du programme, c'est-à-dire les pays européens. Donc les pays membres de l'Union européenne, les 27 pays, sauf, attention, à partir de maintenant, qui n'est plus évidemment européen, mais le Royaume-Uni, n'est plus membre de l'Union européenne et ne participe plus au programme. Donc le Royaume-Uni n'est plus un territoire partenaire pour les nouveaux projets, mais également des pays qui sont associés à Erasmus, la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la Macédoine, la Turquie, la Serbie également depuis 2019. Et en fait, le Erasmus fait une distinction entre les pays du programme et les pays partenaires. Et donc les pays partenaires, c'est le reste du monde, avec des priorités. Et donc, ça dépendra des appels. Mais globalement, en gros, on a d'ailleurs quelques exemples de partenaires qui sont présents aujourd'hui qui le démontrent. On peut monter des projets partout dans le monde avec Erasmus, dans des conditions spécifiques, mais c'est possible. Ça, c'est la particularité d'Erasmus par rapport à d'autres, et c'est du coup une particularité très intéressante pour les acteurs français, par rapport à d'autres programmes comme Europe Créative, par exemple, ou comme Horizon 2020. En fait, le programme, il est géré de manière dite décentralisée, c'est-à-dire qu'il est géré en France par ce qu'on appelle les autorités de gestion nationales, les organismes intermédiaires nationaux. En fait, il y a 2 agences en France. L'agence Erasmus+, Éducation-Formation, qui est à Bordeaux, qui gère le secteur éducation-formation, c'est-à-dire les 4 secteurs sur 5. Et l'agence Erasmus+, Jeunesse et Sport, qui est basée à Paris, qui est en fait l'agence du service civique, et qui gère le secteur jeunesse et sport. Donc en fait, pour le cas qui nous intéresse pour vous, globalement, ce qu'on appelle le secteur jeunesse. Donc vous avez 2 agences différentes, elles sont en France. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est que vous avez des gens avec qui vous pouvez parler. Ça change vachement par rapport en fait à d'autres comment dirais-je, programmes où les gens sont plutôt loin, ils sont à Bruxelles, c'est plus compliqué. Là, du coup, vous avez des personnes qui sont localisées, vous avez un contact, vous savez où ils sont, vous pouvez leur poser des questions. Alors, un élément à avoir en tête par rapport à Erasmus, c'est que c'est un programme qui est budgétairement très dynamique. C'est-à-dire qu'il y a non seulement il y a beaucoup d'argent, mais il y en a de plus en plus. Donc là, on parle du budget Erasmus, de l'augmentation, c'est une évolution du budget Erasmus pour la France. Donc avec une augmentation de 28% entre 2014 et 2020. Comment dirais-je, avec une information aussi complémentaire sur la programmation. Alors le budget européen se négocie par période de 7 ans. Donc on avait un budget européen 14-20 et là donc vient d'être voté au Parlement européen le budget européen 21 à 27. Donc en fait le budget Erasmus entre 21 et 27 est passé, était donc de 14 milliards d'euros entre 14 et 20 et il est passé sur 21-27 à 27 milliards d'euros. Il a été augmenté de 80%. Donc ça veut dire on avait non seulement une augmentation entre 14 et 20 sur Erasmus, mais on a une augmentation encore plus importante sur 21 à 27. Donc on est vraiment sur un programme qui est très comment dirais-je, important et qui en plus a une forte augmentation. C'est le seul programme européen qui augmente autant, très clairement. Les autres programmes européens au mieux stagnent, augmentent un petit peu parfois, mais généralement diminuent.
À titre de comparaison, est-ce que certains connaissent le budget du programme Europe Créative, qui est le budget dédié normalement au secteur culturel? Si quelqu'un peut à l'info et la connaît, ou est-ce que vous la connaissez pas dans le chat? Je vois qu'il n'y a pas de, je vois qu'il y a pas de réponse vaguement. Ouais, c'est ça. Donc en fait, je vais vous le dire. Donc voilà, je répète. Hein, donc voilà, exactement. François le dit. Donc c'est Europe Créative, c'était effectivement 1,46 milliard sur la dernière programmation, sachant qu'encore une fois Erasmus c'était 14 milliards, donc 10 fois plus. Et effectivement pour la prochaine programmation, Erasmus c'est 27 milliards, Europe Créative c'est 2,2 milliards. Donc ça donne des éléments d'opportunité en termes de budget. Hein. C'est des éléments aussi à avoir en tête pour éventuellement savoir où on peut s'orienter. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de l'enseignement sup, parce qu'a priori, je pense que vous n'êtes pas totalement concernés. S'il y a des questions, je pourrais y répondre, mais normalement, on va plutôt parler du scolaire, de la formation pro, de l'éducation des adultes et de la jeunesse. Alors ça, c'est des éléments aussi de comparaison pour vous. Hein. Ça vous donne aussi la question de la compétence d'appui par rapport aux compétences partagées, etc. Ça, c'est des éléments de comparaison sur le budget européen 21-27. Donc, le premier budget européen, c'est la politique agricole commune, c'est la PAC, c'est pour les agriculteurs et pour maintenir une agriculture, comment dirais-je, en Europe. Il y a un élément important dans la politique agricole commune, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le programme LEADER, qui est un programme qui finance des petits projets, des projets de développement rural, notamment culturel. Donc, c'est ici qu'il peut y avoir des possibilités. La politique de cohésion, une politique très importante, donc c'est tout ce qui est FEDER, Interreg et FSE. Donc, on voit bien l'augmentation, en termes de montant. Un programme important, donc c'est recherche-innovation, c'est le programme Horizon Europe, qui est le programme de recherche, où il y a effectivement pas mal de financement, donc où il y a des clusters qui seraient dédiés. Le cluster, c'est le terme Horizon Europe pour les volets et les secteurs qui seraient dédiés au secteur culturel et créatif dans la prochaine programmation. Erasmus+, donc, alors, pardon, je vais être honnête, le budget européen tel que présenté ici n'est pas le budget qui a été voté. Mais je n'ai pas trouvé d'autres illustrations. Les proportions sont à peu près justes. Par contre, ce n'est pas 30 milliards pour Erasmus, c'est 27. Donc, il y a un peu comment dirais-je, de distinguo. Voilà, la gestion des frontières qui a été augmentée à 21 milliards, l'aide aux réformes, etc. La politique de voisinage, qui est un programme aussi important sur lequel il peut y avoir des financements pour la culture. Mais donc, le programme culturel, donc, comme je l'ai dit, n'est même pas présent, puisqu'il c'est un des programmes très, très, très petits, à 2,2 milliards pour la prochaine programmation. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Ou bien sinon, on passe, on rentre dans Erasmus et dans les secteurs. Ah oui, je vois une question sur la question de la répartition budgétaire. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe sur la question de on ne divise pas 27 par 7. En fait, il peut y avoir des années où il y a plus de crédits que d'autres. Alors, on va en parler. Je vois Hélène qui pose la question, comment on fait pour monter les dossiers? On va en parler. Justement un peu plus tard. Donc là, aujourd'hui, déjà, c'est une première aide. La coopérative continuera à pouvoir vous aider. Et puis, il y a ce qu'on appelle le réseau des développeurs Erasmus qui peut éventuellement aussi vous accompagner pour monter les projets. Et après, il y a aussi des formations possibles, notamment sur Toulouse. Il y a quelques organisations qui font ce genre de choses. Non, normalement, c'est pas cumulable. En fait, on peut pas. Alors, ça, c'est toujours une petite notion de. On peut pas financer le même projet avec deux programmes européens. On peut financer deux projets différents avec deux financements européens différents, mais il n'est pas dit que les deux projets différents ne puissent pas trouver des méthodes de se connecter. Alors, tout ça étant un peu technique, mais vous pouvez avoir un premier projet qui parle d'un sujet, un deuxième projet qui parle d'un autre sujet, et à un moment donné, les projets se déroulent en même temps au même endroit. Donc, c'est les choses qui sont possibles. Ça, c'est de l'apprentissage dans la maîtrise des projets européens qui vous permettront après petit à petit de comprendre que vous pouvez en fait connecter vos projets. Dans Erasmus, on parle notamment de ce qu'on appelle la synergie entre les projets. Donc voilà, c'est un peu c'est de la technicité, mais il faut trouver les moyens. Mais en tout cas, par rapport à la réponse, à la question posée, normalement, ce n'est pas possible. Mais on peut faire des synergies. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à la phase d'après. Alors, on va parler donc d'exemples de projets financés par Erasmus. En partant, donc j'ai respecté la présentation, comment dirais-je, des différents secteurs. Donc, on va commencer par le scolaire et on finira par la jeunesse. Et pour chacun, vous verrez, pour chacun des, comment dirais-je, des secteurs, il y a des possibilités en fait
pour les acteurs culturels de se mobiliser sur Erasmus. Et même même juste après. Voilà. Alors, donc, l'enseignement scolaire, donc, comme je l'ai dit, rappelez-vous, il y a deux entrées. L'entrée mobilité, donc l'action clé 1 mobilité et l'action clé 2 partenariat. L'action clé 1 mobilité, donc dans Erasmus, toutes les mobilités sont mises en route par les établissements. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, comment dirais-je, vous porter candidat à un appel en tant qu'individu en disant tiens, je voudrais faire une mobilité. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'un établissement porte le projet, y compris sur les mobilités individuelles. Donc, il n'y a pas de mobilité où vous faites vous-même. Ça va forcément passer par un établissement. Donc, pour le scolaire, comme pour tous les autres, c'est la même chose. Donc, vous avez en fait, dans le scolaire, un établissement, à partir de la programmation prochaine, une crèche, une école maternelle, une école primaire, un collège, un lycée, peuvent monter des projets de mobilité pour les enseignants et les administratifs. Et des mobilités, pardon, d'enseignement et les administratifs. Alors, quand on parle de mobilité d'enseignement, ce n'est pas forcément des mobilités d'enseignants. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, et c'est ça qui est un peu intéressant aussi, pour le coup, à titre individuel, en tant qu'artiste, des collèges, des lycées, des établissements scolaires à l'étranger qui font un appel en disant tiens, j'aimerais bien inviter un professeur de danse, un comédien, un metteur en scène, un musicien, un plasticien, pour venir faire un atelier artistique dans mon établissement. Et ça, c'est possible. Et un collège en Irlande, par exemple, peut mettre ça en place et en fait faire un appel sur un site dont je vous donnerai la référence après, en indiquant justement des missions possibles pour aller faire cette mobilité qui peut aller de 2 jours à 2 mois. Ça, c'est possible. Alors, si vous êtes enseignant dans un établissement scolaire, c'est encore plus simple. L'établissement peut mettre en place des mobilités directement. Hein. Voilà, ça c'est plus facile. Mais en tout cas, en tant qu'artiste, vous pouvez aussi rentrer là-dedans. Alors, une nouveauté pour 2021-2027, c'est qu'en fait, alors ça c'est plus pour information pour vous, parce que à mon avis ça ne vous intéresse pas beaucoup, mais c'est de manière générale, en fait, il y aura des mobilités possibles pour les élèves. C'est-à-dire qu'à partir de 2021-2027, un lycéen, par exemple, pourra en fait faire une année de lycée à l'étranger dans un lycée partenaire. Donc faire un Erasmus dès le premier cycle, dès le lycée. Il y aura des mobilités de groupes d'élèves. Et l'autre nouveauté importante qui va être valable pour tous les secteurs, c'est qu'en fait, il sera possible d'avoir une accréditation, c'est-à-dire une sorte d'agrément attribué par l'établissement, enfin par l'agence Erasmus, permettant en fait d'avoir une forme de droit à subvention. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver pour l'ensemble des secteurs, donc la formation professionnelle, l'éducation des adultes, etc. En fait, vous avez la possibilité donc, de faire une demande une fois et d'avoir, qui sera valable sur l'ensemble de la durée, donc sur 21-27, vous autorisant en fait, vous donnant un droit à subvention. C'est-à-dire ça simplifiera après votre demande de subvention pour avoir des financements. Mais vous avez aussi la possibilité, ce sera vrai pour tous les secteurs, de vous associer, ça c'est aussi très intéressant pour les acteurs culturels, de s'associer à un organisme accrédité. C'est-à-dire que vous pouvez identifier sur votre territoire, donc je sais pas, sur Toulouse ou sur Montpellier ou avoir une organisation qui a déjà une accréditation et vous pourrez dire ok, moi je voudrais bien m'associer au consortium existant pour pouvoir bénéficier moi-même de mobilité sans avoir à porter le poids administratif du projet Erasmus. Vous serez associé, vous pourrez avoir des mobilités pour vous-même, enfin pour votre structure, mais sans porter vous-même le poids administratif. Ah oui, je pensais que j'avais un exemple, donc ça vient après. Et donc, donc voilà, donc, volet 1 mobilité, volet 2 partenariat. Hein, pas volet, pardon, action clé 2 partenariat. Ce qu'on appelle les projets de coopération. Vous pouvez avoir, donc dans le scolaire, des projets montés avec des organisations à l'étranger. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera partout. 3 organisations de 3 pays différents, des projets de 1 à 3 ans, pour développer des pratiques innovantes d'apprentissage et de formation, pour réaliser des outils transférables. Donc, c'est pour penser des nouveaux outils pédagogiques, avec des projets qui peuvent être ambitieux. Très important, jusqu'à 450 000 € sur 3 ans. Ça, c'est quelque chose qui existait déjà auparavant. Et c'était des projets de coopération qui existaient du temps de la dernière programmation 14-20, mais on a dans la nouvelle programmation un nouveau dispositif. Donc, un exemple de projet je me suis trompé. Un exemple de projet dans l'ancienne programmation, un projet qui est porté par le Rocher de Palmer, c'est une salle de musique actuelle de l'agglomération bordelaise, un partenariat stratégique pour l'enseignement scolaire. En fait, ils ont monté un projet de création musicale parents-enfants autour des langues et culture musicale des migrants, associant 3 pays, France, Belgique, Grèce, sur 24 mois,
Ils ont monté des résidences artistiques, des concerts, ils ont fait 3 workshops, ils ont enregistré un disque, ils ont eu une subvention Erasmus de 250 000 € pour le projet. Donc typiquement, là, on est sur un projet qui est porté par un acteur culturel, une salle de musique actuelle, autour d'établissements scolaires, autour d'un enjeu particulier, la question de la transmission et de la création musicale portée par des migrants. Et en fait, ils ont eu quand même un projet qui se tient qui est considéré d'ailleurs comme une très bonne pratique par, comment dirais-je, par l'agence Erasmus. Et oui, voilà, il y a un autre exemple de projet, comment dirais-je, de partenariat stratégique. On parlait de partenariat stratégique de l'ancienne programmation. Un projet porté par un lycée agricole, en l'occurrence à Rethel, qui est un tout petit village dans les Ardennes. En fait, un projet de création circassienne franco-roumano-espagnol avec des jeunes de lycée agricole des 3 pays. Donc sur 12 mois, avec en fait des résidences artistiques de 15 jours, des élèves, des artistes professionnels, un spectacle qui a été joué 3 fois. Et donc, en fait, ils ont une subvention de 25 000 € sur un budget de 45 000 €, hein, en gros, globalement, avec des temps de création avec l'ensemble des élèves dans les 3 pays. Dans les lycées agricoles, hein, ça s'est fait à cet endroit-là. Mais donc, voilà, ça montre un peu un exemple de projet autour du scolaire. Et oui, je vois une question sur la question du PowerPoint. Oui, bien sûr, et le PowerPoint sera tout à fait disponible. Enfin, moi, en tout cas, je le mets à disposition. Après, j'imagine que Occitanie en scène le transmettra. Et donc voilà, nouveauté qu'on retrouvera dans l'ensemble des secteurs, les partenariats dits petite échelle, ce qui est un outil pour développer des nouveaux projets pour des structures qui sont un peu débutants dans Erasmus. Donc les exigences seront moins importantes, 2 organisations de 2 pays différents, pour des projets qui pourront être courts, à partir de 6 mois, pour favoriser les échanges de connaissances entre pairs avec les élèves, et pour des mobilités qui pourront être collectives ou individuelles, avec des projets de taille limitée, avec en gros un budget maximum de 50 000 €. Je précise un élément général que je n'ai pas dit auparavant et qui me revient maintenant. En fait, le guide du programme 21-27 n'est pas paru encore. Donc, ce que je dis sont des éléments a priori de certitude, mais il y a encore pas mal de questions sur les modalités opératoires qui seront précisées dans le guide du programme. Pour l'instant, on ne les a pas. Donc voilà, je peux pas. Tout n'est pas encore très précis. Ça va venir bientôt. Il y a eu un peu de retard, mais en tout cas, voilà, il y a des éléments qui sont déjà un peu structurants, mais qui ne sont pas encore extrêmement précis. On va parler de formation et d'enseignement professionnel. Alors, de quoi on parle à cet endroit? Slide d'après, Christelle, s'il te plaît. Il faut avoir une chose en tête. Donc, quand on parle de formation professionnelle, on a une vision en France qui est qui est liée à notre connaissance du secteur. C'est-à-dire, on imagine un centre de formation qui fait des formations pro. Je sais pas, j'en sais rien, l'AGESIF, un centre de formation professionnelle, j'ai plus en Illusion et Macadam, par exemple, à Montpellier. Enfin voilà, on imagine des structures qui font de la formation professionnelle. Dans Erasmus, en fait, c'est un peu plus large que ça. C'est-à-dire, c'est effectivement tous les organismes français qui font de la formation professionnelle, privée ou publique, mais c'est aussi toute organisation publique ou privée qui intervient sur le marché du travail et qui fait la formation de ses salariés ou de ses agents. Ça veut dire que si, en fait, une organisation forme elle-même ses agents ou ses salariés, en fait, elle peut monter un projet de formation professionnelle. Donc, en théorie, ça peut toucher quasiment l'ensemble du secteur culturel, puisqu'en fait, c'est qu'à partir du moment où vous formez vos salariés, vous pouvez monter un projet de formation pro. Alors, pour aller dans le détail, il y a la circulaire que j'évoquais au départ, il y a quelques slides de l'Éducation nationale et du MESRI, vient préciser les organismes qui peuvent déposer. Mais en théorie, c'est quand même assez large en fait, en réalité. Alors oui, effectivement, oui, y compris les assos, tout à fait. D'ailleurs, on va vous montrer un exemple juste après. Alors à nouveau, hein, je le remets là parce que du coup, vous aurez le PowerPoint et vous aurez donc la slide, hein, y compris à cet endroit sur la formation pro. Vous pouvez avoir une accréditation sur les financements à partir de 2021-2027 et vous pouvez aussi vous associer à un centre de formation accrédité. Dans la formation pro, on peut faire de la mobilité des apprenants. Donc, en priorité, des apprentis qui font un diplôme de niveau 5, BEP, CEP, ou de niveau 4, les bacs pro. Mais ça peut aussi toucher donc, des stagiaires de la formation professionnelle qui ne se préparent pas à un diplôme. Ça peut aussi être possible. Pour des mobilités de formation, dans un organisme de FP à l'étranger, ou pour des mobilités de stage, en entreprise exclusivement. On peut passer à la slide d'après.
Et donc, ça touche aussi. Donc là, on a parlé des mobilités d'apprenants, donc pour ceux qui sont en train d'apprendre, mais aussi dans la formation professionnelle, il peut y avoir des mobilités pédagogiques et administratives, c'est-à-dire pour les profs et pour les personnels administratifs qui travaillent dans le centre de formation professionnelle. Et donc, on va avoir, comment dirais-je, des mobilités d'enseignement, de formation, ou bien nouveauté 21-27, des mobilités. La nouveauté, c'est les mobilités d'observation. Alors, concrètement, ce que ça veut dire, pas sûr, et ça dépendra du guide du programme. Ça, c'est ce qui a été annoncé. Après, en vrai, on peut imaginer que ça veut dire aller voir comment ça se passe dans d'autres organisations, mais en vrai, comment ça se passera et les attendus des appels, on ne le sait pas encore, mais ça viendra. Un exemple porté par le Pôle Art Visuel Pays de la Loire. Donc, c'était dans la dernière programmation. Donc, dans le secteur de la formation professionnelle, au titre de l'action clé 1 mobilité, ils ont monté un dispositif de mobilité et d'observation professionnelle pour les administratifs et les artistes des arts visuels dans donc 1, 2, 3, 4, 5, 5 pays pour 18 mois avec en fait des mobilités collectives sur plusieurs jours avec à chaque fois 15 personnes en mobilité à chaque fois. Et donc, ils ont eu des financements qui leur ont permis en fait de financer les mobilités d'observation au titre de l'action clé 1. Oui, il y a une question. Non, parce que je pense qu'il y a eu, il doit manquer un zéro au budget. Non, je pense qu'il y a eu il a dû avoir un cofinancement du projet. Mais il faudrait peut-être vérifier. C'est possible que j'ai fait une petite erreur, mais normalement, je crois qu'il y avait eu un cofinancement côté ministère, côté DRAC. Oui, parce qu'effectivement, par rapport à des projets autres, c'est vrai que le montant paraît faible. Il est possible que j'ai fait fasse une petite erreur, c'est possible ça. Mais je ne me rappelle plus, il faudrait vérifier. Bref, slide d'après, Christelle. Et donc, les projets de coopération, les partenariats de la formation professionnelle, qui sont là pour organiser des coopérations entre structures européennes sur les questions de transmission de compétences, afin d'imaginer des pratiques innovantes d'apprentissage et de formation sur des thématiques prioritaires pour le programme, c'est-à-dire des thématiques prioritaires pour la Commission européenne. C'est là où on se rattache un peu aux objectifs de la Commission. On y viendra quand on parlera de partenariat. Il faut toujours avoir en tête, comment dirais-je, quand on pense à un projet, qu'est-ce que la Commission européenne recherche. Alors, un petit exemple dans la slide d'après. Un projet porté par la briqueterie, qui est un CDCN, donc on ne dit plus comme ça, on dit un centre de développement chorégraphique d'intérêt national dans le Val-de-Marne. Donc, un projet autour de l'écriture et la communication sur la danse contemporaine, avec donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pays sur 18 mois, avec en fait des workshops et des ateliers visant, des temps de travail collectifs et des ateliers visant à produire en fait de la réflexion sur, comment dirais-je, non pas la réflexion, mais des outils visant à aider les chargés de communication à écrire sur la danse contemporaine dans différents pays. Donc, on voit ce qui a été mis en route. Et donc, c'était un partenariat stratégique pour l'échange de bonnes pratiques. Vous voyez qu'en fait, ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans l'ensemble d'Erasmus. La question de la mobilité, c'est plutôt pour aller faire de la transmission, observer. La question des partenariats, c'est pour penser des nouveaux dispositifs, des nouvelles choses. Alors évidemment, du coup, on parle d'innovation, ça c'est le vocabulaire de l'économie créative, beaucoup, mais en fait, ça veut dire inventer des nouvelles manières de faire. Alors, nouveauté, bon voilà, on ne va pas y passer trop de temps, mais c'est pareil. Donc ça, à nouveau, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais il y a ces nouveaux types de partenariats qu'on appelle les partenariats dits petite échelle, y compris sur la formation professionnelle, y compris sur l'ensemble des autres programmes, à savoir des financements pour des projets de coopération de petit niveau. 2 organisations de 2 pays différents. Oui, ça en fait, c'est pas une nouveauté. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis, parce que c'est la suite des partenariats stratégiques. Donc on peut passer, parce qu'on l'a vu juste avant. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on continue sur l'éducation des adultes? Bon, ça a l'air d'aller. Bon, on continue alors. Hop, éducation des adultes. Alors, l'éducation des adultes. Alors, c'était une vraie question qui est posée entre quand on parle de formation professionnelle et l'éducation des adultes. C'est 2 secteurs a priori qui pourraient beaucoup se ressembler. L'agence Erasmus, je donne des éléments d'orientation pour s'orienter dans un endroit ou dans un autre. Mais en fait, moi, personnellement, je trouve à l'observation des résultats que le distinguo n'est pas si clair. Il y a quand même des débats, je trouve, entre est-ce qu'on est dans l'éducation des adultes ou est-ce qu'on est dans la formation professionnelle.
Alors, la difficulté quand on dépose un projet, comment dirais-je, Erasmus, c'est qu'en fait, ils ne font pas passer d'un secteur à l'autre. C'est-à-dire, vous vous déposez sur l'éducation des adultes et en fait, ça ne correspond pas par rapport au public cible. Ils ne vont pas vous retransmettre sur la formation pro. Donc, c'est toujours un peu une problématique qui se pose à cet endroit. Mais globalement, quand on est dans la formation professionnelle, c'est soit de la formation certifiante, soit de la formation pour des salariés. Globalement, c'est de la formation qui donne accès à des compétences professionnelles. Voilà. Et quand on est dans l'éducation des adultes, on est sur des projets qui sont à destination d'adultes, donc plus de 30 ans, en dehors du temps scolaire, universitaire ou professionnel, donc pas en formation, pas en activité, donc sur du hors professionnel, qui vont générer des compétences pour l'adulte, mais des compétences non certifiantes, non inscrites dans un référentiel métier. Alors, par rapport à l'endroit où on est, un endroit assez typique, c'est par exemple, alors on a les compétences type les compétences transversales, les compétences soft skills, type les compétences, comment dirais-je, de posture sociale, mais les compétences artistiques. C'est-à-dire un projet visant à générer de la compétence artistique au niveau musical ou art visuel, etc., dans une logique qui n'est pas professionnelle, c'est-à-dire plutôt pour des amateurs, pour le dire clairement, ça peut a priori rentrer ici. Mais encore une fois, la différence est pas évidente, c'est pas simple. Sachant qu'en fait, la question de la jeunesse se pose aussi. Vous pouvez être du coup, on verra après sur la jeunesse, mais entre formation des professionnels, éducation des adultes, jeunesse, il y a quand même beaucoup de connexions. Alors voilà, oui, pour l'éducation des adultes, à nouveau, mobilité, partenariat. Mobilité, observation participante, séminaire de travail collectif, voyage d'études, enseignement, partenariat, développement de pratiques innovantes, développement de nouveaux outils d'apprentissage, développement de projets permettant de valoriser les compétences acquises de manière informelle. Voilà, ça c'est des questions. Je vais y revenir si on a le temps sur la valorisation des compétences acquises de manière informelle. Mais voilà, on a les deux dimensions. Avec une dimension, slide d'après, Christelle. Voilà, un exemple, alors porté par Samba Rezi, un acteur qui est présent, là, Hamza, pendant la présentation. C'est un projet de mobilité d'éducation des adultes, le projet qui s'appelait Pratique culturelle inclusive, mobilité d'observation professionnelle pour les administratifs, des médiateurs et des artistes sur 3 pays, visant en fait à faire donc des mobilités individuelles de 10 jours pour 285 formateurs et donc le public cible final, 18 100 apprenants, avec 41 jours de formation non formelle. Moi, je trouve que c'est un projet qui ressemble beaucoup au projet du Pôle art visuel, mais en fait, on n'est pas dans les mêmes secteurs. Mais voilà, c'est un projet éducation des adultes. Alors voilà, à nouveau, les nouveautés 2021-2027, la possibilité d'une accréditation sur l'éducation des adultes, avec des financements donc assurés chaque année, mais comme sur le scolaire et sur la formation pro et sur la jeunesse, et la possibilité de s'associer à une association accréditée, à un consortium accrédité. Et la nouveauté sur l'éducation des adultes, c'est pour le prochain programme, c'est la possibilité de faire une mobilité pour les apprenants. Ce qui n'était pas possible dans l'ancien programme. On n'avait que des mobilités pour les professeurs, enfin les formateurs et les administratifs. Là, on pourra aussi faire des mobilités pour les apprenants. Je vois une question, compétence off. Je ne comprends pas la question d'Estelle. Hein. Ça veut dire quoi, compétence off? C'est moi qui dis ça? J'ai peut-être mangé un mot. Compétences, pardon, oui, parce que je l'ai dit en anglais. Les compétences, comment on dit, soft skills, les compétences sociales, pardon. C'est pas off skills, c'est soft skills, pardon. C'est les compétences qui sont pas des compétences, c'est plutôt les compétences, oui, sociales et globales transversales. Les compétences de positionnement social, de participation à des réunions, c'est des compétences qu'on évalue maintenant. Alors voilà, à nouveau, donc là, c'est l'intérêt du nouveau programme, c'est qu'en fait, on va retrouver dans chacun des secteurs les mêmes types d'entrées, projet de coopération, projet petite échelle. Ce qui simplifie par rapport auparavant, on n'avait pas complètement les mêmes entrées, c'était un petit peu différent. Donc là, c'est projet de coopération, en gros, pour simplifier, gros projet petite échelle, en gros, petit projet. Voilà, on a les deux entrées qu'on retrouvera partout. Donc un exemple de gros projet, ce qu'on appelait donc un partenariat stratégique dans l'ancienne programmation, un projet porté par le PRODIS. Le développement de compétences pour la question de sécurité et de sûreté dans les grands événements publics.
Donc, en gros, le projet est un projet assez ambitieux visant à former en fait les techniciens et les responsables sécurité de festivals de plein air pour des grands festivals dans 6 pays. Et donc, en fait, avec des workshops, enfin, donc on ne parle pas de workshops, mais des temps collectifs. J'ai mis workshop pour nous, mais ce n'est pas le terme d'Erasmus. Des temps de travail collectif visant à échanger sur des pratiques pour en fait améliorer en fait la prise en compte des questions de sécurité dans les grands événements. Alors ça, c'était avant le projet a été lancé avant la situation actuelle. Normalement, c'était plutôt pour travailler sur la question de la mise en sécurité suite aux attentats. Donc, c'était plutôt cette question-là qui était mise en place en termes de diagnostic. Et voilà. Oui, alors on va y revenir. Hélène, hein, je vois la question sur les conseils personnalisés. Oui, on va revenir sur la question des développeurs. On en parlera ensuite. Qui peut rentrer peut-être plus dans le détail. Donc voilà, comme je l'ai dit, les projets de coopération petite échelle. Est-ce que ça va encore jusqu'ici, même si j'ai bien compris, bien entendu, la question. Alors, je vois une petite question. Allez-y, je vous en prie, Adrien. Non, c'est pas max 3 pays, c'est min 3 pays. C'est-à-dire au minimum 3 pays. Alors, ça dépend. Enfin, encore une fois, si on est sur les deux. Si on est sur les. Alors, pardon, je vais essayer d'être plus précis dans ma réponse. Si on est sur les projets de coopération, c'est-à-dire les gros projets, on peut aller au-delà. Si on est sur les petits projets de coopération, c'est-à-dire à 2 pays, je ne sais pas vous répondre. C'est-à-dire, est-ce que si on fait un projet à 10, on peut déposer un appel, enfin une candidature dans les petits projets de coopération? Ce n'est pas évident et je ne sais pas répondre. Ça dépendra de ce que dit le guide. A priori, on peut imaginer que 2 projets, ça doit rester enfin, le petit projet de coopération, c'est-à-dire 2 partenaires, ça devrait rester sur un projet de petite taille, n'ayant pas vocation à être un gros projet. Si vous montez un gros projet, ça doit aller ensuite. Alors, ouais, alors, c'est une bonne question, Camille. C'est ce que je dis expliqué. C'est-à-dire, en fait, je trouve que la répartition. Alors, effectivement, comment dirais-je, toutes les bonnes réponses. Enfin, ouais, effectivement, Hamza nous indique des éléments complémentaires sur la question de la subvention maximale qui peut effectivement limiter le nombre de pays. Et pour revenir à la question de Camille sur le fait que les techniciens en sécurité sont des professionnels, oui, c'est vrai, hein, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas. Il y a des éléments de cadrage qui sont posés, comment dirais-je, dans le programme, et après, il y a les résultats qu'on peut observer sur les projets. Et en fait, dans les résultats, donc l'endroit où les projets sont financés, c'est pas très clair en fait. Et donc voilà, donc c'est vrai que ça c'est un élément aussi, enfin par rapport à la question de Camille, qui est pas très simple qui est pas très simple. Il y a des éléments de cadrage qui indiquent où on doit déposer le dossier. Il y a un travail qui est peut-être fait sur les éléments de l'appel, mais encore une fois, alors, quand on regarde les résultats des projets, en fait, la répartition dans un endroit ou un autre n'est pas si évidente. Et du coup, c'est compliqué d'avoir une réponse extrêmement définitive à cet endroit. D'ailleurs, nous, on a des exemples, pour être encore plus honnête, on voit des structures qui déposent, enfin quand je dis nous, c'est pas nous, mais on a comment dirais-je, des structures qui déposent sur éducation des adultes, qui ont une réponse négative et qui après déposent en jeunesse et qui ont une réponse positive. Voilà, enfin pour répondre à... ou alors par rapport à la question de Victoria Moulin, oui, on doit y en avoir. J'ai pas d'exemple en tête, mais il doit y avoir des temps avec des projets de formation, plus longs. Alors après, même si effectivement en éducation des adultes, a priori, c'est pas certifiant, donc normalement, évidemment, c'est moins long. C'est-à-dire quand vous dites long, ça veut dire quoi? Ça veut dire 6 mois, par exemple? Alors ça, non, il n'y aura pas, parce qu'en fait, effectivement, on est sur des mobilités plutôt courtes. Hein. Voilà, c'est exactement ce que répond Hamza. Il peut y avoir des mobilités, on ne peut pas être à cet endroit-là. Un an, c'est plutôt sur la mobilité enseignement sup, par exemple. Mais il n'y aura pas effectivement une mobilité. Voilà. Bon, encore une fois, vous avez la réponse précise de Hamza. Alors, à nouveau, des possibilités pour l'action clé 1, mobilité, donc échange de jeunes, mobilité des acteurs de jeunesse, activité de participation des jeunes, et au titre de l'action clé 2, les coopérations. Les partenariats. Donc voilà, quelques exemples. Observation participante des organismes partenaires, séminaire collectif de travail international sur des sujets communs, projets visant à constituer un dispositif de formation commun, etc. En fait, on retrouve à peu près toujours les mêmes types d'actions en fait, hein, dans Erasmus. Alors un exemple, projet porté par le plus petit cirque du monde, qui est un lieu dédié au cirque social, on va dire plutôt en région parisienne à Bagneux, un projet de mobilité et de travailleurs de jeunesse. Alors,
qui va ressembler beaucoup au projet qu'on a vu auparavant, sauf que là, en fait, l'entrée, c'est en fait les médiateurs de cirque, les enseignants en cirque qui, en fait, travaillent à destination, enfin, qui font des cours, en fait, pour des jeunes. Donc, en fait, le projet avait vocation à enrichir comment dirais-je, à permettre comment dirais-je, enseignants de cirque de partager leurs pratiques pédagogiques, mais en fait, dans une optique où c'était évidemment pour que les jeunes puissent améliorer eux-mêmes leur dynamique, enfin, voilà, leur pratique, quoi. Et donc, en fait, le projet était vraiment lié, en fait, à l'entrée jeunesse, mais enfin l'entrée participant aux ateliers. Mais en fait, ce sont in fine les médiateurs, enfin les enseignants de cirque qui ont profité des mobilités. Alors bon, voilà, bon, ça, c'est à nouveau pareil, y compris sur la jeunesse, vous avez la capacité à avoir une accréditation, à vous associer à une organisation accréditée. Et là, à nouveau pareil, vous aurez dans Erasmus Plus Jeunesse des projets de courte durée et des partenariats de petite échelle, comme vous avez des projets de coopération plus importants. Un exemple de partenariat stratégique dans l'ancienne programmation, un projet porté par Piano & Co, une organisation basée à Marseille, donc un partenariat stratégique dans le secteur de la jeunesse. Alors typiquement, eux, ils ont déposé à différents endroits en fait, hein, dans Erasmus. D'abord, formation professionnelle, et en fait, ils ont obtenu dans jeunesse au deuxième essai, je crois. Donc, l'idée était de partager les pratiques de composition musicale et de transcription entre jeunes artistes de différents pays. Donc en fait, le public cible, c'était les jeunes musiciens compositeurs en insertion. Ils ont fait des concerts, ils ont créé une banque de données, ils ont fait aussi une sorte d'instrumentarium des pays participants. Donc voilà, on a aussi un projet là qui était autour de cette question dans le champ de la jeunesse. Voilà ce qu'on peut dire sur la partie jeunesse. Plusieurs questions. Erasmus+, c'est un programme d'échange dédié aux étudiants. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bon, je vois plutôt des. Oui, c'est plutôt faux, hein. C'est pas un programme dédié, c'est pas un programme uniquement pour les étudiants, hein. C'est un programme qui est beaucoup plus large. Alors oui, effectivement, c'est oui, mais pas seulement. Il n'est pas dédié. Il y a un volet, enfin un secteur, une dynamique étudiante, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça, en fait, hein, pas exclusivement, exactement. Le programme Erasmus+ permet de financer des projets de coopération entre associations. Oui, c'est vrai, c'est faux? Oui, absolument, hein, c'est vrai. Absolument, on peut financer des projets de coopération entre associations. Pour monter un projet Erasmus, j'ai besoin d'un agrément de la DRAC. Absolument, il n'y a pas besoin d'agrément de la DRAC pour monter un projet Erasmus. Vous n'avez éventuellement même pas besoin d'informer la DRAC que vous montez un projet Erasmus. Vous avez le droit de monter un projet Erasmus. Ça vous regarde. D'ailleurs, je vous engage à en monter sans vous poser la question d'avoir l'autorisation ou pas. Par contre, effectivement, il y a la question de l'accréditation qui peut être posée, mais ça, c'est l'agence Erasmus qui l'a. Enfin, c'est l'agence Erasmus Éducation Formation ou l'agence Erasmus Plus Jeunesse qui vous l'attribuera, mais sur un appel spécifique auquel la DRAC ne participe pas. Des artistes ne peuvent pas bénéficier des projets Erasmus. Vrai ou faux? Oui, c'est faux, hein. En fait, les artistes peuvent bénéficier de projets Erasmus, hein, la question étant dans l'autre sens. C'est tout à fait possible qu'un des artistes puisse bénéficier de financement, enfin de projets Erasmus, puisse participer à un projet Erasmus et en bénéficier. Une entreprise peut déposer un projet en vue d'obtenir un financement par le programme Erasmus+. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ouais, c'est vrai. Ah ouais, une entreprise peut tout à fait déposer. En fait, la notion d'entreprise au niveau européen, elle n'est pas aussi claire qu'en France, en fait, hein. Donc, du coup, même la question de service public, c'est des éléments qui sont aussi connus. C'est pas toutes ces questions de répartition, association, entreprise, service public, tout ça n'est pas si clair au niveau européen. Donc, en fait, en réalité, une entreprise peut tout à fait déposer, comme une association peut le faire, comme une entreprise publique peut le faire, etc. Le budget du programme Erasmus, c'est de 10 milliards d'euros sur 7 ans. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ouais, c'est ça, hein, c'est faux, c'est 27. Ouais, c'est ce qu'on a dit, 27, exactement. Donc, c'est pas 10 milliards, c'est 27 milliards. Erasmus peut financer des projets dans le monde entier. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. On peut monter des projets Erasmus dans le monde entier, absolument, tout à fait. Bon, bah, je vois que j'ai réussi à. Enfin, voilà, plutôt, tout le monde est présent, donc c'est très bien. Alors, quelques éléments de modalités administratives. Encore une fois, tout ça la présentation est une introduction, hein, donc il ne s'agit pas de. Après ce moment-là, il y a du travail que vous devez fournir les uns et les autres pour monter des projets, hein. Donc, on est vraiment sur une logique un petit peu générale. Il faudra après rentrer, ce sera à vous de rentrer dans le détail, de vous mettre vraiment sur le travail et de commencer à y aller, hein. Donc, on est vraiment sur une vision générale qui donne un peu des pistes de travail, mais il y a encore évidemment beaucoup de choses à faire ensuite, hein.
Mais donc, effectivement, l'idée était de présenter les modalités administratives d'Erasmus. Sachant qu'effectivement, le discours, enfin plutôt le discours, ce qui se dit beaucoup sur les projets européens, enfin ce qui se dit, qui a d'ailleurs été observé à différents endroits, y compris au niveau, comment dirais-je, universitaire, c'est que les financements européens étaient affreusement compliqués à obtenir, à piloter, que ça mettait les structures en difficulté, que c'était très difficile. Et tout ça, en fait, en réalité, est assez vrai. Mais pas dans, enfin moins, on va dire moins dans Erasmus. C'est compliqué les projets européens parce qu'en fait les financements européens en général, ils interviennent après, c'est-à-dire a posteriori. C'est-à-dire en général, ce qui se passe, c'est que c'est comme ça dans la majorité des programmes, Interreg, Europe Créative, etc. Vous faites la demande de subvention, enfin vous déposez le projet, vous avez un accord, vous signez la convention, vous réalisez le projet, donc vous payez en fait, hein, vous avancez l'argent et vous faites un bilan de votre activité, un bilan intermédiaire, ça dépend de la durée du projet, ou un bilan final, et vous avez l'argent une fois que votre bilan est certifié par l'entité, comment dirais-je, de contrôle. Donc c'est vrai qu'effectivement, entre le moment où vous avancez l'argent et le moment où vous récupérez les crédits in fine, il peut se passer longtemps. 6 mois, 1 an, sans parler des délais de paiement, des difficultés liées à l'administration. Donc en fait, vous pouvez être dans des grandes difficultés avec un projet que vous avez avancé, quasiment fini, et pas avoir reçu l'argent. Dans Erasmus, il n'y a pas ça. Alors attendez, j'ai une question. Je vais y répondre après. Je vais terminer sur les. Ou non, bah, du coup, non, pardon. Comme je n'ai pas commencé sur les modalités administratives, je vais répondre à la question de Hélène Truong sur la question des projets entre pays européens. Oui, bien sûr, les projets en Europe sont prioritaires sur les projets hors Europe. En fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas les mêmes appels. Vous avez des appels qui sont dédiés aux projets en Europe et vous avez des appels qui sont dédiés aux projets hors Europe, pour simplifier. Après, des fois, les choses ne sont pas si claires que ça dépend, mais globalement, on a des projets qui ne sont pas, c'est pas les mêmes appels pour l'un et pour l'autre, et comme ce n'est pas les mêmes appels pour l'un et pour l'autre, il y a des crédits qui sont réservés pour la partie européenne et pour la partie hors Europe. Donc, il faut, sachant qu'en fait, vous pouvez aussi, on a aussi des exemples de projets où on est sur des projets européens, donc dédiés à l'Europe, mais il y a un partenaire hors Europe qui est présent, parce que ce partenaire hors Europe, il a une compétence rare que seulement lui a. Je donne un exemple, il est un peu imaginaire, mais on va dire que c'est comme ça. Admettons que vous voulez travailler, comment dirais-je, sur les agrès dans le cirque, par exemple. Voilà. Et en fait, il se trouve que vous avez une structure au Québec qui est la seule structure au monde qui sait faire un type d'agrès. Les autres structures sont connaissent moins le projet, savent moins les monter, etc. Bon, bah là, à ce moment-là, par rapport au projet, si vous voulez travailler sur les agrès, bon, bah, en fait, si vous ne travaillez pas avec l'organisation de Montréal, ça ne marche pas, quoi. Avec la Turquie, pareil, c'est-à-dire qu'il va y avoir des appels qui seront ouverts sur les questions de coopération avec la Turquie. Non, la Turquie est dans le. Non, pardon, excusez-moi, je fais une erreur. La Turquie est dans le programme de manière générale. Donc, vous aurez a priori, il y aura à nouveau plus d'appels. C'est comme la Serbie. Vous aurez des appels qui seront ouverts directement, généraux à la Turquie, puis des appels qui ne seront pas ouverts, ce sera un petit peu à côté. Mais à nouveau, c'est pareil. Vous avez toujours la capacité, en démontrant dans votre dossier que le partenaire que vous voulez associer, c'est le seul, quoi. Enfin, il n'y en a pas d'autre et qu'il faut qu'il soit là, sinon ça ne marche pas. Donc, ça s'argumente, en fait, en réalité. Donc, la particularité d'Erasmus par rapport à ce que j'évoquais juste avant, à savoir que vous avez l'argent après le projet, dans Erasmus, vous avez l'argent avant le projet. Et ça, c'est quand même vachement, vachement bien. En fait, dans Erasmus, il y a l'appel, vous répondez, vous avez une réponse positive, vous allez signer une convention avec l'agence Erasmus qui vous finance, Erasmus Éducation Formation ou Erasmus Jeunesse, et vous allez recevoir, avant le début du projet, une avance qui peut aller jusqu'à 80% du montant prévu. Ce qui vous permet de commencer avec de l'argent. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est la question des coûts du projet. Quand on est dans d'autres projets, d'autres programmes européens, vous avez l'obligation de cofinancement. C'est-à-dire que vous devez avoir des cofinancements venant soit, d'une région, soit d'une collectivité, soit éventuellement du financement privé, enfin voilà, il faut des cofinancements pour votre projet. Avec le risque qu'il y ait une requalification. C'est-à-dire, en fait, vous dites, voilà, le projet coûte, 100 euros. Vous avez une obligation de cofinancement de 40 euros. L'Union européenne vous dit, OK, on vous donne 60 euros, mais finalement, vous ne trouvez pas les 40 euros, vous n'en trouvez que 30. La Commission européenne peut dire, du coup, je ne vous donne pas 60, je vous donne le pourcentage équivalent à vos 30 euros. Donc, en fait, vous avez non seulement moins en cofinancement, vous avez aussi moins de la part de la Commission. Donc, votre projet, il se réduit, mais il se réduit après. D'où les difficultés. Dans Erasmus, ce n'est pas comme ça. Vous avez, en fait, la demande de subvention Erasmus, elle est construite autour de
de coûts unitaires, en fait, de forfait. C'est-à-dire qu'il y a des dépenses qui sont dans Erasmus et qui se calculent forfaitairement. Et il y a des dépenses qui ne sont pas dans Erasmus. Donc, il faudra les financer ailleurs, mais elles ne viennent pas remettre en cause l'équilibre du projet. Typiquement, les dépenses artistiques, en général, elles rentrent difficilement, par exemple, un cachet d'artiste, elles rentrent difficilement dans Erasmus. Donc, il faut les financer ailleurs. Mais en fait, si vous avez des financements plus ou moins importants ailleurs, le fait que vous ayez plus ou moins de financement ne va pas remettre en cause les mobilités que vous aurez pu financer dans Erasmus. Donc, l'équilibre de la subvention restera. Il faudra juste trouver des financements à côté pour d'autres projets. Ces financements à côté pouvant être issus soit de financements publics nationaux, soit de financements privés nationaux, soit d'un autre programme européen, parce que du coup, c'est autre chose, quoi. Ça viendra à un autre endroit. Donc, quelques postes budgétaires finançables, enfin non pas quelques, les postes budgétaires finançables, c'est pas quelques, c'est ceux qu'on peut financer. Donc, on peut financer dans l'action clé 1 mobilité les voyages, les cours structurés, on peut avoir des coûts exceptionnels qui vont être liés, des adaptations liées à des situations particulières, donc par exemple des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire des coûts supplémentaires, et peut-être également aussi, ça doit être la question des coûts liés à, par exemple, si vous faites des choix de mobilité verte, c'est-à-dire vous ne prenez pas l'avion, vous prenez le train, ça coûte plus cher le train, vous avez la capacité du coup à augmenter, ça coûte plus cher, donc ce coût plus cher peut rentrer à cet endroit aussi. Vous avez dans les mobilités ce qu'on appelle le soutien organisationnel, c'est-à-dire un forfait, un pourcentage de l'ensemble des mobilités qui va venir dans la structure et qui va rester dans le fonctionnement de la structure. En gros, je ne vais pas aller plus loin, mais voilà, en gros, globalement, quand vous allez faire la demande de subvention, vous aurez un tableau, et en fait, dans le tableau, vous allez indiquer pour chacun des éléments combien, en fait, vous indiquez le nombre de mobilités, voulu, le pays de mobilité, la ville de mobilité, et en fait, le reste va quasiment se calculer automatiquement dans le tableau Excel. Et dans les partenariats, c'est la même chose. On a des dépenses qui sont valables. Attendez, je vois une question d'Estelle, là, je vais répondre après. Donc, on a des dépenses qui sont prévues et d'autres qui ne le sont pas. Donc, en fait, vous allez avoir, encore une fois, on ne parle pas de workshop dans Erasmus, des productions intellectuelles, ça c'est du temps de travail lié à la production d'un cursus, par exemple. Ce qu'on appelle les événements de dissémination, c'est les événements de présentation des résultats d'un projet, les activités de transmission, d'apprentissage et de formation, les réunions de transnationales de suivi d'un projet entre les participants d'un projet. Des frais exceptionnels, c'est là où peuvent rentrer parfois les projets, comment dirais-je, le coût artistique, en fait, en réalité. C'est là que ça peut rentrer. Alors, c'est pas toujours évident de le faire rentrer, mais vous pouvez. Il y a une limite de montant maximum possible. Mais dans un projet de partenariat, vous pouvez éventuellement mettre des frais liés à des frais techniques ou à des frais artistiques. C'est un peu. A priori, c'est possible. Mais c'est pas toujours évident de le faire rentrer, il faut le justifier. Et puis, et donc voilà, en gros, les postes disponibles qui sont aussi forfaitaires. Donc, vous avez un nombre de jours et en fait, du coup, un nombre de jours de travail sur la production intellectuelle et vous allez avoir en face un montant qui va apparaître automatiquement. Voilà. Alors, du coup, j'ai une question. Enfin, je ne suis pas sûr de complètement comprendre la question d'Estelle. Il est évident que dans le contexte actuel de Covid, alors en fait, non, il n'est pas évident, parce qu'en fait, on observe qu'il y a alors là, maintenant, tout est fermé, donc voilà, c'est comme ça. Mais depuis le début de la pandémie, on a des situations où, comment dirais-je, des mobilités ont pu être possibles parce que les frontières n'étaient pas fermées, et puis à nouveau, elles se referment. Donc, en fait, c'est un petit peu compliqué. Pour l'instant, en fait, au niveau des projets européens de manière générale, ce qui a été demandé à la Commission, ce qui pour l'instant a été, enfin, jusqu'ici, moi, ce que j'ai entendu, peut-être qu'il y aurait des avis différents, mais a priori, c'est que tous les financeurs européens, l'agence Erasmus y compris, ont mis en place des dispositifs d'urgence visant soit à allonger les durées des projets pour justement permettre qu'ils soient réalisés malgré tout. C'est-à-dire, normalement, le projet devait s'arrêter, je sais pas, je dis n'importe quoi, en décembre. En fait, l'agence, a priori, a autorisé que le projet soit prolongé de 6 mois pour permettre en fait, que le projet, in fine, se fasse, parce que les mobilités ne sont pas possibles à un moment donné. Soit, en fait, il y a eu des cas autorisant l'utilisation de certains financements pour d'autres utilisations, typiquement des rapatriements, parce que voilà, il y a eu des obligations de rapatriement liées à la situation sanitaire. Dans tous les cas, des adaptations. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Ce qu'on peut dire, c'est qu'a priori, encore une fois, nous, dans les retours qu'on a pu avoir, c'est que l'agence a plutôt essayé, enfin, elle a mis en place un dispositif d'urgence, enfin, les deux agences, pour essayer de s'adapter à la situation et d'accompagner les acteurs financés dans la difficulté. Mais j'ai jusqu'ici pas eu de retour, moi, personnellement, contraire.
Mais je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà ce que je peux dire à cet endroit. Alors, il y a quelques exemples de coûts. Donc là, décrit dans le… Alors ça, c'est les coûts du programme 14-20. En 21-27, je ne sais pas dire si ce sera les mêmes montants. Donc, mais bon, je les ai remis, ça donne des éléments, déjà des idées. Donc, par exemple, quand on fait de la mobilité d'apprenants, voilà, on a ce qu'on appelle des frais de gestion, enfin des soutiens organisationnels qui restent dans la structure de 350 € par participant. On a des per diem, alors on dit plus, on dit pas ça, hein, on dit comment? On dit, je ne me rappelle plus, soutien à la mobilité, je crois. Donc, qui s'élève entre 22 et 120 € selon les pays. Et des frais de voyage de 20 à 1500 € selon la distance entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc, en fait, voilà, vous dites, on a soutien organisationnel, merci. Ah non, c'est pas ça, parce que le soutien organisationnel, c'est les frais c'est ce qui reste dans la structure. Les per diem, c'est un autre, ce qui relève au… Je me souviens plus. J'ai regardé hier, mais je ne me rappelle plus. J'ai ces per diem parce que c'est notre vocabulaire, mais je ne sais plus le vocabulaire Erasmus. Bref, on comprend ce que ça veut dire. C'est des frais, des dépenses quotidiennes qui permettent en fait aux personnes en mobilité de payer leur hôtel et de se nourrir. Et donc en fait, selon les pays, il y a des catégories de pays. En fait, selon les pays, en fait, vous allez avoir plus ou moins. Et puis, par rapport à la durée aussi. Il y a moins de 14 jours, il y a plus de 14 jours. Donc, selon la durée, vous allez avoir plus ou moins de financement par jour. Donc, ça, encore une fois, ça, c'est la structure qui touche, hein, qui fait la demande de subvention et qui, après, la reverse aux participants. Et vous avez les frais de voyage qui dépendent de la distance. Hein. Donc, évidemment, vous êtes à Perpignan, vous allez à Gérone, vous aurez moins que si vous êtes, comment dirais-je, à Biarritz et que vous allez à Varsovie. Quoi, hein. Donc, évidemment, ça dépend de la distance. Même chose pour oui, merci, bien sûr, Lisa, c'est les per diem, c'est ça, mais c'est pas le terme utilisé par l'agence Erasmus. On parle pas de per diem dans Erasmus. Le per diem, ça c'est les termes culture, mais c'est pas le terme d'Erasmus. Et je ne me rappelle plus le terme. Et donc bon, voilà. Quand vous lirez le document, le guide du programme, vous retrouverez. Donc même chose pour les personnels et enseignants. C'est à peu près globalement les mêmes types de forfaits. Et voilà, soutien individuel, merci, c'est ça. Voilà. Hamza. Et concernant les partenariats stratégiques, c'est presque encore plus simple. C'est-à-dire, en fait, c'est un forfait mensuel de 12 500 € multiplié par le nombre de mois. Donc, en fait, vous dites votre projet, il dure tant de mois, et puis en fait, vous arrivez, hop, vous multipliez par le nombre de mois, et c'est le forfait qui intervient. Alors là, j'ai mis cet exemple-là, parce que du coup, c'est plutôt l'enseignement sup, mais c'est la même idée. Vous faites un master conjoint Erasmus Mundus. Vous avez même chose, quoi, des choses qui sont forfaitaires. Donc en fait, du coup, ça enlève de l'incertitude sur le montage du projet. A priori, vous avez un nombre de mobilités, vous avez un nombre de mois, vous avez une destination. Globalement, vous savez quel type de dépenses sont prises en charge. En gros, vous savez à peu près combien vous allez avoir. Et donc, vous pouvez construire autour de ça en allant chercher des financements ailleurs. Mais du coup, vous avez moins d'incertitude que dans comment dirais-je, que dans d'autres programmes. Ce qui n'empêche pas que, ça c'est un grand classique, si vous clôturez un projet en octobre, par exemple, vous serez en difficulté, hein, bien sûr, hein, parce que vous allez clôturer en octobre. L'agence Erasmus, comme toutes les administrations de la Terre, arrête de verser des subventions fin novembre et recommence en mars. Donc, même si tout le monde est d'accord sur la qualité de votre projet, vous pourrez avoir 6 mois de trou entre le moment où vous aurez terminé votre projet, terminé de payer, et donc les derniers 20% qui vous manquent, vous les recevrez que 6 mois après, parce qu'il y aura eu ce délai de fin de gestion d'un côté et d'ouverture de gestion de l'autre. Hein. Ça, c'est un classique. Les fins de gestion, c'est toujours un peu compliqué, donc il vaut mieux terminer les projets à l'été, c'est mieux, ça laisse plus de temps. Enfin, c'est pas toujours possible, mais bon, voilà, c'est un peu des difficultés qu'on peut avoir. Oui, voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici sur tout ce qu'on s'est dit? Il est 11h30, on a le temps de parler un peu de partenariat après. Pas de questions. Du coup, on va pouvoir passer à la suite, donc au partenariat, à la question des partenariats. Alors, on va parler de généralité quand on monte un projet de partenariat. Est-ce que cela concerne des projets existants? La question est simple, mais en même temps, elle n'est pas très évidente comment dirais-je, à répondre. Quand on parle de… est-ce que c'est le projet de la structure ou est-ce que c'est un projet est-ce que la structure a des projets internationaux et du coup, à un moment donné, vous dites, tiens, pourquoi pas mobiliser Erasmus par rapport à notre projet? Ou est-ce que c'est
un projet qui est déjà en cours et sur lequel il faudrait accrocher Erasmus. C'est la question en pose plein d'autres, François. Donc, quand on est… normalement, évidemment, il y a, comment dirais-je, comment dirais-je, voilà, enfin, encore une fois, si vous avez une logique internationale, vous développez des projets internationaux, ça peut faire sens à un moment donné de mobiliser Erasmus par rapport à ça. Il faut que ça rentre dans les objectifs d'Erasmus et vous pouvez très bien vous dire, voilà, maintenant je vais mobiliser Erasmus par rapport à mes projets. Mais si on a un projet qui est déjà initié, par exemple un projet qui a un début et une fin, c'est moins évident, quoi, parce que c'est même à mon avis pas évident du tout. Parce que du coup, normalement, effectivement, Erasmus va financer un projet. Donc, soit c'est votre structure qui est régulièrement sur l'international et qui va à un moment donné se dire, bah, tiens, on va aller sur Erasmus à un moment donné, parce que ça fait sens, et pourquoi pas. Mais si c'est un projet qui a un début, une fin, c'est moins évident de faire rentrer Erasmus alors que tout est lancé. Des exemples de frais non pris en charge, oui. Alors attendez, du coup, pardon, vous n'avez pas de truc, parce que du coup, j'ai plusieurs questions, et elles interviennent au fur et à mesure. Bah, par exemple, les dépenses, les prestations artistiques, ça rentre pas dans les frais, normalement, c'est des frais exceptionnels, c'est pas des frais pris en compte. Les dépenses techniques aussi, si vous louez du matériel scénique, par exemple, ça rentre pas tellement dedans. Alors après, encore une fois, certains très bons développeurs, enfin monteurs de projets Erasmus, vous expliqueront que bah voilà, quand vous montez comment dirais-je, une réunion transnationale, un événement de dissémination, qu'est-ce que c'est, quoi? Est-ce qu'un événement de dissémination, ça peut être un événement de dissémination grand public avec des artistes, ou est-ce que c'est qu'un truc, une présentation type une conférence de presse, hein, de quoi on parle? Donc en fait, quand on fait un temps de production intellectuelle, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, est-ce que les artistes participent, produisent aussi? Toutes ces questions, elles sont posées et on observe que bah voilà, quand on regarde les résultats des projets et quand on voit aussi des gens qui montent des projets régulièrement, en fait, on voit qu'on peut faire rentrer parfois des éléments qui sont liés à l'activité culturelle, artistique habituelle, c'est-à-dire résidence, production, diffusion, éducation artistique, avoir des choses qui rentrent là-dedans, mais de manière peut-être voilà, en les faisant rentrer à des endroits qui sont peut-être pas forcément évidents, on va dire. Alors attendez, du coup, une autre question. Quel partenariat sont privilégiés? Institution, école privée? Bah, en fait, ouais, alors en fait, ça dépend. J'ai envie de dire, si vous êtes une école, a priori, vous êtes plutôt dans le champ des écoles. Si vous êtes une institution, alors ça ne veut pas dire grand-chose dans l'espace Erasmus, mais comment dire, parce qu'en fait, voilà, dans l'institution, ça n'existe pas. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Dans institution culturelle, dans le sens Erasmus, on imagine évidemment un label, un CDN, un établissement public, un tête national. Bon, dans Erasmus, toutes ces questions-là n'ont aucune importance, en fait, hein. Vous avez envie de monter un projet, en Europe en général, a priori, un évaluateur danois ne sait pas ce que c'est qu'un CDN. Donc, en fait, pas plus qu'une… Enfin, voilà, donc vous pouvez très bien monter des projets et c'est très bien, en fait, hein. Vous êtes un autre espace de référentiel, en fait, en réalité, quand on est dans l'espace européen, que l'espace de référentiel national. Il n'y a plus de ces questions-là, elles ne se posent plus du tout. Vous êtes autant légitime. Vous êtes à Lannemezan, vous avez envie de monter un projet avec une structure à Rome, ça marche, quoi. En fait, il n'y a plus ces questions de hiérarchie, institution, indépendant, etc. Tout ça est complètement remis en question et c'est très bien d'ailleurs. Donc voilà. Mais du coup, en fait, quand vous êtes dans un secteur, en fait, vous allez plutôt travailler avec votre secteur a priori. Mais en fait, Erasmus s'intéresse aussi à ce qu'ils appellent le transsectoriel, c'est-à-dire vous êtes dans un secteur, donc le secteur de l'éducation des adultes. Et vous allez pouvoir peut-être travailler avec une structure d'un autre environnement, donc par exemple de l'enseignement supérieur. Ça va les intéresser. Voilà. Attendez, j'ai une autre question, je descends. En savoir plus sur… Alors, pardon, oui, effectivement. Alors, ça, c'est une question, c'est un élément que je n'ai pas enlevé de la slide, mais c'est plutôt dans l'enseignement sup. Alors, je ne sais pas si je vais je ne crois pas que je vais en parler là, parce que ça nous emmènera à un endroit qui n'est pas évident, mais ce qui permet effectivement de monter des projets de diplomation commune entre différentes écoles supérieures en Europe. Vous êtes un établissement d'enseignement supérieur en France, vous avez des partenaires dans différents pays, et vous montez non pas des diplômes différents qui se collent, mais un diplôme commun. C'est-à-dire, en fait, vous avez le même diplôme qui est valable dans tous les pays. Donc, le master conjoint Erasmus+ permet ça. Donc, c'est un travail. C'est généralement, le partenariat stratégique peut permettre justement de constituer… Vous avez un partenariat stratégique enseignement sup qui va vous permettre en fait, d'arriver à la fin à monter un master et ensuite, vous pouvez faire financer le master par Erasmus. Mais au titre de l'enseignement sup, ce n'est pas ici, hein, c'est un autre endroit. Si vous voulez, on peut en parler, Estelle, mais je ne vais pas développer plus ici. Peut-être pour la question de Camille, une formation existante en France, ailleurs en Europe.
Donc, prendre les formateurs et aller faire la formation ailleurs. Oui, oui, effectivement. Enfin, alors la formation, non, enfin, ouais, pas si évident, mais oui, ça doit être possible parce qu'en fait, du coup, la question, c'est normalement, le formateur il peut avoir des mobilités de formation, en fait. Donc, les formateurs peuvent partir ailleurs, faire une formation ailleurs. Mais c'est plutôt des bouts de formation. Quand la formation entière se fait à l'étranger, c'est moins évident. Mais les contenus pédagogiques, bon, par exemple, le formateur, il prend sa formation. L'idée, c'est normalement, c'est vous allez vous allez vous mettre dans un espace de travail commun avec d'autres structures. Et en fait, la structure à l'étranger va inviter votre formateur de votre structure pour former sur sa spécialité. Donc, en fait, il va aller faire un cours, en fait, concrètement, dans une autre entité. Donc, ça, c'est possible. Après, la question des contenus pédagogiques, du coup, si le formateur part, il amène les contenus pédagogiques avec lui. Après, normalement, l'idée, quand on est dans l'espace européen, alors évidemment, vous pouvez avoir des mobilités individuelles de formation, c'est-à-dire le formateur vient ou part pour aller former sur sa spécialité, mais l'idée c'est plutôt d'essayer de penser des nouvelles formations qui sont plutôt adaptées à l'ensemble des territoires. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la formation qu'on fait en France sur un sujet particulier, je dis n'importe quoi, sur la production spectacle par exemple, est-ce que c'est complètement les mêmes sujets qui sont posés en Espagne ou au Portugal, quoi. Parce que l'environnement fiscal et juridique est différent, parce que l'environnement institutionnel, culturel est différent, et du coup, il faut sans doute l'adapter à la réalité du territoire, quoi. Donc, du coup, voir l'intégralité d'une formation déplacée, ça ne me semble pas vraiment évident. Il faudra voir dans la nouvelle programmation sur ce qu'ils appellent les programmes intensifs, peut-être. Ça, je n'ai pas encore beaucoup de détails là-dessus, à voir. Mais ouais, ma réponse n'est pas très claire, j'entends. Mais du coup, à mon avis, c'est un petit peu une distorsion de l'idée du programme. Mais bon, les mobilités individuelles, c'est sûr, des mobilités collectives autour d'une formation existante, ça me paraît moins évident. Parce que l'idée, c'est quand même de partager. Pour le projet transversal, on va en parler des projets. Ouais, effectivement, c'est tout à fait possible, au contraire. Erasmus adore les projets transversaux. Au contraire du ministère de la Culture, d'ailleurs. Mais nous, on adore quand les projets à Erasmus, on adore quand les projets se mélangent, au contraire. Donc, c'est justement plutôt une plus-value. Voilà. Alors, une structure peut tout à fait cumuler des financements européens. D'ailleurs, on a des structures spécialistes en région Occitanie. Je vous recommande de les contacter si elles ont du temps et si elles ont envie, ou en tout cas d'observer ce qu'elles font, parce que c'est assez intéressant. Mais une structure comme la Grainerie, par exemple, est une spécialiste, et d'ailleurs Occitanie en Seine, d'ailleurs aussi, est spécialiste du cumul de financement européen, mais sur des projets différents. Donc, c'est tout à fait possible d'aller et de faire en fait de la question européenne un enjeu principal comment dirais-je, de votre développement, de votre activité. Je ne peux pas répondre à votre question, Nathalie, sur la question du million de pays européens, parce qu'en fait, ça dépendra du guide du programme, et 21-27, il n'est pas encore publié. Il faudra voir dans le guide du programme, je ne sais pas répondre à votre question. A priori, oui, mais par exemple, dans l'ancienne programmation, on pouvait avoir un seul partenaire à l'étranger. Enfin, pardon, à l'étranger, hors Europe. On peut être une structure, vous êtes une structure française et vous montez un projet dans un autre territoire hors Europe. Et dans l'ancienne programmation, vous pouviez avoir un seul partenaire. C'était possible. Bon, dans la prochaine, je ne sais pas dire pour l'instant. Et donc voilà, Jean-Marc de la Grainerie se propose à échanger. Donc moi, je vous recommande Jean-Marc ou Sambarési, aussi Hamza, qui est un acteur culturel très important. Enfin, les deux sont vraiment des structures vraiment références sur. Vous avez cette chance-là. Toutes les régions n'ont pas ça. Donc, en Occitanie, vous avez des spécialistes, c'est génial d'avoir ça, parce que du coup, c'est vraiment des structures références. Il y a plein de structures où il n'y a pas du tout de spécialistes des projets européens. Donc, appuyez-vous. L'espace européen doit justement être c'est comme ça qu'on le défend, en tout cas, au ministère. C'est un espace où les hiérarchies sont remises en question, et c'est très bien. Et c'est aussi un espace de coopération. Donc, c'est aussi un espace de coopération territoriale. Donc, ça vaut le coup d'essayer de travailler ensemble. Alors, on passe aux généralités sur les projets de partenariat. Alors, quand on fait un projet de partenariat, avant même de rentrer dans les questions administratives, il faut se dire qu'on va parler, on va penser, on va réfléchir, on va construire au-delà de soi-même. Il s'agit non pas uniquement de penser les sujets de sa structure, c'est évidemment des sujets importants et qu'il faut avoir en tête, mais il faut aussi penser globalement, c'est quels sont les enjeux auxquels le secteur est confronté, quels sont les enjeux auxquels la société est confrontée, quels sont les enjeux auxquels l'Union européenne est confrontée. Il faut essayer de se décentrer un petit peu, de se dire, OK,
de quoi on parle, quels sont les problèmes, qu'est-ce qui se passe actuellement, quelles sont les difficultés dans lesquelles on est aujourd'hui, au-delà de nous-mêmes, mais de manière plus générale. C'est vraiment une nécessité ça, de se hisser un petit peu. Alors, ce n'est pas toujours facile pour des raisons parfois de précarité des structures, et évidemment, j'en ai conscience, mais c'est vraiment un enjeu, c'est de réussir à regarder au-delà de ça. Donc, du coup, ça veut dire de nourrir sa réflexion, d'observer, de voir ce qui se passe ailleurs. Il faut aussi, une fois qu'on a fait cette observation, se mettre dans une situation où on se dit, OK, j'ai pas la solution, car il y a un problème collectif, j'ai pas la solution, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la solution. Par contre, j'ai envie de voir comment d'autres, avec moi, on pourrait inventer la solution. Donc, il faut se dire, en fait, dans une situation où on se dit, OK, on va inventer à plusieurs, donc on va innover, la question de, comment dirais-je, des solutions par rapport aux problèmes qu'on a identifiés. Et cette invention, elle ne se fait pas tout seul, elle se fait en partage, dans une logique de coopération bienveillante avec des partenaires à l'étranger. Quand je dis on est bienveillant, en fait, on est bienveillant pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas la même langue. On parle souvent tous très mal le français. Bon, les Français ont toujours du mal à mal parler, donc du coup, ils ne parlent pas beaucoup, mais il faut quand même mal parler. Donc, les mots ne veulent pas toujours dire exactement la même chose. Donc, aussi parce qu'on parle mal, et puis aussi parce que les mots ne disent pas la même chose. Et donc, quand quelqu'un parle dans ces espaces de coopération, évidemment, il a une façon de dire les choses qui peut-être, dans un contexte franco-français, serait choquant, mais qui, dans un espace européen, ne l'est pas. Et donc, il faut avoir cette capacité d'écoute et d'attention bienveillante. Donc, on sort de soi-même, on écoute de manière bienveillante, on essaie ensemble de proposer les choses. Et enfin, dernier sujet qui est quand même un peu important, qui permet de rentrer dans le programme, on se dit, OK, maintenant, qu'est-ce que l'Union européenne, elle veut ? Et comment est-ce que ce qu'on a observé, ça peut rentrer dans le sujet ? Et à cet endroit, il faut être comment dirais-je, libre. Parce qu'en fait, la particularité de l'Union européenne, c'est que, en fait, elle est effectivement, alors voilà, je vais reprendre un peu le discours. L'Union européenne est effectivement un peu néolibérale, clairement, elle défend le marché, c'est un espace de marché, c'est le marché unique. Mais en fait, c'est un marché unique et c'est un néolibéralisme qui n'est pas univoque parce qu'il est multilingue. Ça veut dire, en fait, on parle plein de langues différentes en Europe et tout le monde parle mal la même langue, j'ai souvent l'anglais. Et du coup, souvent, l'Union européenne, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle donne des grands objectifs, des grandes idées, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas très clair. Et donc, en fait, c'est dans ce pas très clair que vous avez la capacité à monter des projets qui vont faire sens pour vous, pour vos partenaires, pour votre territoire, pour ce que vous avez envie. Et c'est vraiment important. Il ne faut pas se limiter. Enfin, souvent, la première approche, quand on rentre dans les projets européens, on lit les appels, on se dit, mais c'est quoi ce truc, on comprend rien, ça veut rien dire, c'est n'importe quoi, de quoi il parle, c'est pas adapté, etc. Tout ça est vrai, mais en fait, il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut se dire, OK, on laisse tomber, nous, on a un sujet, on a un problème, maintenant, voyons voir comment ça peut rentrer dans leur truc. Et en fait, vous allez voir que souvent, en fait, ça rentre, on a plein de projets vachement bien qui se développent et c'est super. Donc voilà, cette grande généralité plutôt intellectuelle étant dite, on peut peut-être rentrer dans concrètement ce que ça veut dire en termes de projet. Alors, un exemple de projet, le projet type éducation des adultes. Donc voilà, normalement 3 structures, etc., 3 pays différents. Alors voilà, vous avez le projet. Donc typiquement, là, vous avez une association en France, coordinateur. Vous avez une ONG en Italie qui est partenaire. Vous allez avoir une autre association en République tchèque qui est partenaire. Une entreprise en Belgique partenaire et un établissement scolaire en France qui est partenaire. Ça, c'est typiquement un projet d'éducation des adultes où vous avez des partenaires de différents environnements. Alors, comme vous le remarquez, ça ne dit pas si l'association française, c'est une compagnie de théâtre, ou si, c'est une centre de formation, ou si c'est une association d'éducation populaire, ou si c'est, une organisation n'ayant rien à voir avec le secteur culturel. Ça ne le dit pas, en fait. Ce que ça dit, c'est la type de structure et c'est public. Donc, en fait, vous pouvez tout à fait mettre dans tout ça une logique, qui correspond à ce que vous avez envie de dire. Voilà. Vous pouvez, et donc, en fait, en tant que structure coordinatrice, donc qui dépose le projet, vous pouvez être une organisation publique, privée, une association, une collectivité, un musée, ça marche aussi, mais parce que le musée, évidemment, c'est une structure, elle a une structure juridique particulière, donc en fait, c'est la question de la structure juridique qui est posée et pas le contenu de ce que réalise effectivement l'association. Et vous pouvez aussi, comme une question qui a beaucoup été posée, avoir des pays tiers, des pays partenaires, sous certaines conditions. Donc ça, c'est la structure, en fait, mais ça ne dit pas ce qu'on va faire. Quelques concepts clés. Alors voilà, quand on parle de partenariat stratégique, la question de la coopération est centrale. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul. Vous devez, avec vos partenaires, coopérer et inventer ensemble
des solutions. La question de la coopération, ça fait, pour la question européenne, ça fait 30 ans, c'est vraiment le sujet. Hein, c'est-à-dire que globalement, avant toute chose, hein, encore une fois, on se rappelle, l'idée, c'est l'identité et la culture européenne. Là, donc, c'est-à-dire on doit faire l'Europe. C'est ça un peu l'idée générale. Donc, on coopère ensemble dans cette logique européenne où, en fait, voilà, on n'est pas au même endroit, on ne fait pas les mêmes choses, on ne se comprend pas, on parle mal, etc. Mais on est dans la bienveillance et on essaie de faire ensemble. Avec l'idée, comment dirais-je, de travailler sur des questions de compétences. Donc ça, alors, voilà, évidemment, c'est des enjeux professionnels, mais ça fait partie des observations. De penser, comment dirais-je, de concevoir et de construire et de pouvoir après transférer des nouvelles compétences, des nouvelles pratiques, donc des pratiques innovantes. On parle d'innovation, c'est vrai que c'est un discours plutôt de l'économie créative et plutôt de l'industrie, mais c'est le terme utilisé au niveau européen, mais ça, en fait, ça veut dire inventer ensemble des choses quoi, on va dire. Dans une logique de synergie, dans une logique de coopération école-entreprise. L'idée d'Erasmus, c'est si possible de ne pas rester dans son secteur au sens d'Erasmus, hein, dans le scolaire ou dans le sup, d'essayer de faire en sorte qu'on puisse se parler. Avec une idée, ça c'est vraiment une obsession aussi d'Erasmus, et on le verra dans les méthodes d'évaluation des projets, sur la question de l'impact et de la dissémination des résultats. Alors ça, évidemment, je sais que quand on parle d'impact et de dissémination, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. En fait, c'est comment on fait pour rendre public, pour faire connaître les choses qu'on a réalisées. C'est un peu dommage de faire un projet à 18 sur plein de pays européens, de se mettre d'accord sur des sujets un peu importants et qu'en fait personne n'en entende parler après. Donc en fait, il faut bien que dans le projet, on se dise dès le départ, ok, on va monter un truc de fou ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour que ce machin-là soit connu après, que les collègues dans d'autres structures le connaissent, pour que l'administration publique française s'en empare. Voilà, comment on fait pour que ce qu'on a fait serve à quelque chose au-delà de notre consortium de travail. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut avoir en tête. Et donc, voilà. Après, donc, il faut cibler une priorité horizontale. Alors, ça veut évidemment rien dire. Là, dit comme ça, bon, on va le décrire. C'est ce que veut la Commission européenne. Et donc, on va y passer juste après sur la question de la slide d'après. Donc, concernant la question des priorités horizontales. Hein, donc, en fait, la Commission, ça, c'est dans le guide du programme. Donc, la Commission, elle dit, nous, OK, on peut financer des projets. Enfin, l'agence Erasmus, Erasmus dit, on peut financer des projets, mais on a quand même des priorités. Et donc, en fait, elle distingue ce qu'on appelle les priorités horizontales, c'est-à-dire qui vont toucher tous les secteurs au sens d'Erasmus, hein, donc scolaire, sup, jeunesse, etc. Et les priorités dites sectorielles, donc les priorités pour un secteur. Donc, il y a des priorités qui vont être spécifiques à la jeunesse, des priorités qui vont être spécifiques à l'enseignement sup. Donc, il y a des priorités qui sont horizontales, liées à tous les secteurs. Donc, les priorités horizontales pour Erasmus, c'est 1, développement des compétences, 2, l'inclusion sociale, 3, les nouveaux usages numériques, 3, 4, la formation des formateurs, 5, la transférabilité des compétences acquises, ça c'est très important, ça on fait des compétences, il faut qu'on puisse les transférer. 6, la durabilité des projets, un projet, il faut qu'il puisse servir à quelque chose au-delà du projet, c'est qu'il serve soit à d'autres projets, soit à être transféré à d'autres. Et 7, la question du patrimoine culturel européen, c'est comment est-ce que cette question aussi, elle vient dans la dynamique du projet européen. Donc, vous devez, en fait, quand vous déposez un dossier, donc sur les formulaires, vous devez choisir une priorité. Si on choisit une priorité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez être évalué par rapport à cette priorité. C'est-à-dire que votre projet va être évalué par rapport à la pertinence de la réponse à la question, à la priorité posée. Donc, si vous dites, OK, nous, on va travailler sur le développement des compétences, très bien. Mais du coup, ça veut dire quoi? Quel type de projet vous allez réaliser qui va permettre de développer des compétences? Si vous dites, nous, on va travailler en priorité sur l'inclusion sociale, OK, pourquoi pas, mais ça veut dire quoi, etc., etc. Donc ça, c'est les priorités tout secteur. Donc, depuis 2020, on a 2 nouvelles priorités horizontales qui sont pour tous les secteurs. La question de l'environnement et du climat, comment est-ce que les projets prennent ça en compte? Et la question de l'engagement civique, c'est comment est-ce qu'on travaille au-delà du projet sur l'engagement des participants pour la société. Je ne les fais pas toutes parce que c'est différent, mais voilà, un autre exemple, l'éducation des adultes, il y a des priorités dites sectorielles liées à ce secteur. Mais il y en aura d'autres sur la jeunesse, sur l'enseignement sup, etc. Donc voilà, on va avoir des priorités qui vont être différentes, il faudra en choisir et indiquer comment vous allez les traiter. Donc, améliorer l'offre des possibilités d'éducation tout au long de la vie, faciliter l'évaluation des compétences, développer des stratégies d'information, d'orientation et de motivation pour les personnes, les apprenants d'éducation des adultes, développer des compétences professionnelles, et aussi, alors là c'est important, promouvoir Erasmus+ auprès de tous les citoyens et toutes les générations. Ça, c'est un élément, en tous les cas, central. Par exemple, on va le retrouver souvent, parce que ce qui intéresse la Commission, c'est qu'on parle d'Erasmus en disant c'est génial, Erasmus, c'est super, l'Europe, c'est formidable, etc. Donc, cette question, elle revient tout le temps, donc il faudra aussi la traiter d'une manière ou d'une autre. Mais dans tous les cas, dans votre projet, quand vous répondrez sur le questionnaire, enfin sur le formulaire, vous devrez dire, OK, nous, on va prendre telle priorité sectorielle.
et vous devrez expliquer qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça. Et en fait, l'évaluateur, il va pas évaluer, enfin, il va un peu évaluer ce que vous faites, mais surtout, il va se poser la question, OK, par rapport à la priorité sectorielle qu'ils ont choisie, est-ce que ce qu'ils veulent faire, c'est bien pertinent? Est-ce que ça fonctionne? C'est ça qu'il va évaluer. Il ne va pas évaluer concrètement ce que vous allez faire. Il ne va pas évaluer le fond de ce que vous allez faire. Il va évaluer la conformité entre ce que vous voulez faire et le lien avec la priorité que vous avez choisie. Alors voilà, il y a aussi, ça c'est un élément complémentaire, il y a des priorités nationales en plus, qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent rapporter des points. Parce qu'on va le voir juste après, quand on dépose un projet, il y a une évaluation sur points. Donc, l'inclusion, bon, ça c'est quelque chose qui revient souvent, l'inclusion des personnes en situation de handicap. La lutte contre le décrochage, évidemment, ça c'est toujours ces questions je ne sais pas si vous vous rappelez au tout début de la présentation, j'ai évoqué le fait qu'on voulait qu'il y ait moins de 10% qui aient quitté sans emploi, enfin sans diplôme, le secteur de l'enseignement scolaire. Donc on retrouve ça ici, hein, c'est d'avoir quelque chose qui permette effectivement d'avoir un dispositif qui permet de certifier et de donner les compétences aux jeunes, enfin aux personnes qui n'ont pas de diplôme. Le développement des compétences transversales, voilà, c'est les compétences non propres à un métier, langue étrangère, capacité d'organisation, capacité de synthèse, adaptation, rigueur, ça c'est aussi des choses qui sont importantes. Et l'éducation, la lutte contre le réchauffement climatique. Bon, vous voyez qu'il y a des choses qui se recoupent, hein, les thématiques qui sont présentes et qui, d'une manière ou d'une autre, doivent se retrouver dans votre projet. Vous ne pouvez pas faire un projet Erasmus aujourd'hui qui ne prend pas en considération ces questions. Parce que ce sont aussi des questions qui sont posées à l'ensemble des secteurs, à l'ensemble à l'ensemble comment dirais-je, du champ économique et social, quoi. Donc en fait, il faut se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on raconte, nous, en tant qu'organisation culturelle, avec nos partenaires par rapport à ces sujets? Et comment est-ce que nos problématiques et nos projets existent dans tout ça? Alors oui, un petit focus sur l'impact du projet. Donc voilà, en fait, on en a parlé rapidement, mais c'est vrai que c'est un élément, alors a priori, hein, d'après ce que nous dit l'agence Erasmus, en tout cas au ministère, c'est un élément, l'impact, où il y a beaucoup de projets portés par le secteur culturel, enfin par le champ culturel, qui sont refusés parce que la partie impact est mal travaillée. Pas assez. Donc, du coup, c'est vrai que nous, le conseil de l'agence, c'est d'essayer quand on parle d'Erasmus, c'est d'essayer d'en parler un petit peu. Parce que c'est vrai que je pense que la raison, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout habitué à fonctionner comme ça dans notre champ culturel, où en fait, généralement, les évaluations, notamment en lien avec les collectivités, c'est un peu différent. Mais avec le ministère, par exemple, nous, globalement, c'est pas très bien faire, hein. Donc, du coup, la question des indicateurs, la question du seuil de réussite du projet, la question de l'impact du projet, c'est-à-dire de son utilité par rapport au-delà, en fait, est souvent mal travaillée et donc il a besoin d'être mieux approprié par les acteurs culturels. Et donc, du coup, voilà, il s'agit, en fait, quand on fait, dès le début du projet, c'est-à-dire, c'est pas à la fin, quand on a fini le projet, ah ouais, au fait, comment est-ce qu'on va le rendre public et qu'est-ce qu'on va en faire? C'est dès le début de se dire, OK, on fait le projet, comment est-ce qu'on va ensuite, derrière, le rendre public? Comment est-ce qu'on mesure la réussite du projet? Comment est-ce qu'on va en parler de manière au-delà de nous, au-delà de notre cercle de partenaires, hein, parce que, encore une fois, comme on l'a vu, un petit projet, ça peut être 2 partenaires, ce qui n'est pas beaucoup, hein. Si on veut que le projet puisse aller plus loin, il faut se poser la question dès le début, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le rendre public? Objectivement, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas, hein. Il faut un plan de communication, et voilà, enfin, c'est des choses que tout le monde sait faire dans une logique de communication vers un public, d'un événement, mais en fait, on intègre difficilement dans un projet européen. Mais en fait, tout le monde sait le faire. Dans le secteur, on sait tous faire de la com, on sait tous faire de la visibilité sur les projets. Et donc, en fait, il faut juste se dire, OK, on prend cette compétence et on la met dans le projet européen. Ça implique effectivement, voilà, il y a ce qu'on appelle les indicateurs SMART, donc d'avoir des indicateurs qui soient mesurables, réalistes, quantitatifs, etc., qui permettent d'avoir des éléments de mesure qui ne soient pas du truc au pifomètre, hein. C'est ce qu'on voit souvent parce que c'est comme ça, on fait tout ça. Dans les auto-évaluations des CPO dans les DRAC, on voit bien, les indicateurs sont tous faits un peu au pifomètre. Bah, dans Erasmus, dans les projets européens, il faut moins être au pifomètre. Il faut quand même essayer de dire des vraies choses, quoi. Alors, il y a une question, pardon, d'Hélène sur les compétences transversales. C'est des compétences qui ne sont pas liées à un métier. Parler une langue étrangère, vous travaillez dans la banque d'affaires, vous travaillez dans le secteur culturel, bah, l'anglais, c'est utile, quoi. Savoir tenir une réunion, vous travaillez, comment dirais-je, voilà, dans une association ou d'éducation populaire, où vous travaillez pour une organisation de marketing, bah, voilà, c'est pareil, vous avez besoin de savoir faire des réunions, d'autres exemples. Voilà, avoir une capacité d'adaptation, ça typiquement c'est une compétence transversale. Les capacités d'adaptation, c'est à vous aller sur comment dirais-je, dans une réunion, dans un centre social, dans un QPV, un quartier de la politique de la ville,
comment dirais-je, dans les quartiers nord à Marseille, et vous allez ensuite vous adapter dans une réunion avec des mécènes qui veulent acheter des œuvres d'art, comment dirais-je, à Londres, voilà, vous avez la capacité à être aux deux endroits et c'est possible. La capacité d'adaptation, c'est une compétence transversale. Donc, voilà. Et ben en fait, la question sur les plusieurs priorités, en fait, normalement, il faut en choisir. Hein. Parce qu'en fait, l'évaluation, elle va se poser sur les priorités que vous avez choisies. Alors, vous pouvez mettre toutes les priorités, mais du coup, vous serez évalué sur toutes les priorités que vous avez choisies. Donc, ce qui vaut mieux, c'est se dire, OK, nous, le projet va intervenir à tel endroit, et puis ça permet de bien structurer ce qu'on veut dire. Il vaut mieux, en fait, faire un projet bien charpenté, bien structuré, autour de priorités qu'on maîtrise, qu'avoir quelque chose qui soit plus généraliste, parce que ça correspond plus à... Enfin, tous les projets font tout, en fait, hein, évidemment. Mais le problème, c'est que si on est dans tout est dans tout, en fait, on n'arrive pas à mesurer l'impact. Donc, il faut se dire, OK, nous, on a un projet qui est global, et souvent, en fait, les structures culturelles ont des projets globaux, et ils le revendiquent, et c'est très bien, mais quand on est dans Erasmus ou dans un projet européen en général, il faut se dire, OK, on va accepter que notre projet ne soit pas pris en compte dans sa globalité, et on va vraiment charpenter notre discours à l'endroit où on va être les plus solides, où on peut vraiment faire de l'évaluation de l'impact, on peut vraiment identifier clairement ce qu'on veut faire. Ça ne veut pas dire que le reste n'existe pas, il va exister, mais ça veut dire que par rapport au financement que vous allez obtenir, vous serez, comment dirais-je, extrêmement précis. Et plus vous mettrez d'éléments d'évaluation, plus vous fragilisez votre dossier. C'est-à-dire si vous mettez tous les indices, enfin, toutes les priorités, mais qu'il y en a une qui est un peu fragile, on va dire, attendez, ça veut dire quoi, pourquoi l'évaluateur ne va pas comprendre. L'évaluateur, en général, alors ça, c'est un élément l'évaluateur, il ne vous connaîtra pas. Quand vous allez à la DRAC, c'est un peu le problème. L'évaluateur, il vous connaît. Hein. Le conseiller, il sait qui vous êtes. Et donc, en fait, du coup, voilà, si vous êtes dans une relation, il peut vous orienter ou il peut ne pas vouloir vous recevoir parce qu'il vous connaît. Ça pose des problèmes d'interconnaissance. Quand on est sur Erasmus et sur les projets européens, l'évaluateur, il ne vous connaît pas. Il ne sait pas qui vous êtes, il n'a pas d'avis a priori, voire même, il ne veut pas vous connaître, parce qu'on a des pratiques d'évaluation aussi au niveau européen qui ne sont pas les mêmes. Nous, les Français, on aime bien connaître pour évaluer. Par exemple, les Allemands, ils considèrent que s'ils connaissent quelque chose, ça fait une distorsion sur l'évaluation. Donc, ils ne veulent pas connaître, surtout pas, pour pouvoir justement évaluer de manière plus objective. Donc, quand vous allez déposer un dossier, attention à présenter quelque chose que vous maîtrisez vraiment et sur lequel vous ne racontez pas n'importe quoi. Voilà, juste, peut-être qu'on va arrêter là après, du coup. Enfin, moi, je peux continuer encore un peu, mais on est au bout. Donc, comment on évalue les projets? En fait, généralement, il y a 4 critères et les projets sont notés sur 100. Donc, on évalue la pertinence du projet. Donc, le respect des priorités, l'analyse des besoins, ça, c'est vous qui faites. A priori, l'agence Erasmus, enfin, l'évaluateur, n'a pas de connaissances précises sur le secteur dans lequel vous intervenez. C'est-à-dire, si vous dites il y a un besoin à tel endroit, en fait, et vous pouvez le démontrer, vous pouvez le sourcer, vous avez des bouquins à citer, vous avez des rapports, je sais pas quoi, universitaires, de la Cour des comptes, n'importe quoi, des travaux internes à produire qui vont démontrer que vous avez à un moment donné une analyse de besoin qui est juste, votre projet est pertinent, en fait. Il n'y a pas de question. Le guide d'accompagnement, on le trouve sur le site pour les études d'impact, on le trouve sur le site de l'agence Erasmus. Le caractère innovant, donc vous inventez quelque chose de nouveau, et vous travaillez sur les questions européennes. Ils vont travailler aussi sur la qualité de la conception et de la mise en œuvre du projet, c'est-à-dire ils vont se dire, OK, voilà, est-ce que les activités sont maîtrisées, est-ce que le calendrier est pertinent, est-ce que les risques sont analysés. Alors ça, c'est un sujet que je ne vais pas ouvrir ici, mais la question de l'analyse de risque dans les projets européens, c'est une question. Donc normalement, il faut faire une matrice de risque qui indique que vous avez bien analysé tous les risques existants et que vous avez des mesures correctives par rapport à ça, que vous avez une équipe, pardon, c'est le point d'après. Voilà, en tout cas, que vous maîtrisez ce que vous allez faire. Vous avez un calendrier, vous avez un diagramme de Gantt avec un calendrier qui indique exactement comment les choses vont se réaliser, etc. La qualité de l'équipe, c'est-à-dire, est-ce que vous avez, des membres dans l'équipe, non pas, il ne s'agit pas ici d'analyser la qualité du cursus. On n'est pas en train de dire, OK, ils ont 18 docteurs d'université et c'est ça qui fait la qualité. C'est plutôt par rapport au projet que vous voulez faire, est-ce que les personnes que vous mobilisez sont pertinentes? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez monter de travailler sur les agrès? Est-ce que vous allez travailler avec un docteur d'université en sociologie ou est-ce que vous allez travailler avec un technicien qui monte des agrès depuis 40 ans? Voilà, il faut juste dire à un moment donné, l'équipe qu'on mobilise, elle est pertinente par rapport au projet. L'équilibre de l'équipe, équilibre évidemment, comment dirais-je, international. C'est-à-dire qu'il faut monter un projet européen avec que des Français, ça ne marche pas. Hein. Il faut évidemment des Italiens, etc., Polonais, etc. Et donc, l'impact et la dissémination sur 30 points en identifiant
des mesures de communication larges, quoi. Ça, c'est un élément statistique qui vous donnera un petit peu comment est-ce que les projets sont sélectionnés dans Erasmus. Voilà, on observe que la grande majorité des projets de partenariat stratégique, de partenariat de coopération qui sont sélectionnés dans Erasmus, c'est de l'innovation dans les méthodes éducatives et dans les dispositifs de formation. On est quand même beaucoup à cet endroit. C'est beaucoup ça, en fait, qui va. On invente on est face à un problème, on invente un nouveau dispositif de formation. Voilà, bon, c'est de la statistique. Alors, c'est de la statistique, c'est pas un déterminant. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est comme ça que c'est forcément comme ça. Ça donne juste des éléments d'orientation. Voilà. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Après, j'ai quelques références à vous donner sur justement trouver plus d'informations, etc. Ouais, donc ça, on va le passer. Tant pis, donc, il y a plusieurs slides. Après, qu'on va passer directement, on va aller à la slide ensuite. Donc ça, on va pas regarder ce qu'il y a juste après. Je voulais parler des compétences informelles, mais on va pas en parler. Enfin, voilà, on a fait trop de temps, c'est moi. On va directement aller pour aller plus loin. C'est quelques slides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8 slides après. Voilà, alors pour aller plus loin, donc comme je le disais, voilà, donc là effectivement aujourd'hui, quand on veut monter un projet, alors voilà, la présentation de ce matin est encore une fois, disons-le, une introduction. Hein. Il y a plein de choses qu'on n'a pas dites, il y a plein de choses plein de détails qui n'ont pas été évoqués. Donc quand vous voulez monter un projet européen, bon d'une part, faut vous dire que vous allez vous y mettre. Donc il faut prendre le guide du programme Erasmus et le consulter. Et ensuite, il faut vous rapprocher d'un développeur Erasmus. Il y a ce qu'on appelle la plateforme des développeurs qui est accessible en ligne. Vous allez sur la plateforme des développeurs, vous indiquez votre territoire. Vous voyez une carte, hein, donc pour répondre à la question de Jean-Pierre, qui indique effectivement la répartition géographique des développeurs. Vous pouvez agrandir la carte ou pas, et vous pouvez vous sélectionner le secteur dans lequel vous voulez intervenir. Alors là, encore une fois, attention, parce que quand on dit secteur, on parle de secteur au sens Erasmus. Donc, si vous devez dire, voilà, moi, je vais être dans la jeunesse, ou je vais être dans le SUP, ou je vais être dans la formation pro, etc. C'est à vous de dire. Et en fait, la plateforme va vous donner un contact sur qui est, dans votre territoire, un développeur Erasmus dans le secteur que vous avez identifié. Bon, alors sur Toulouse, encore une fois, Hamza est développeur de mémoire et je ne suis pas sûr que Jean-Marc soit développeur, mais en tout cas, voilà. Il y a, sur Toulouse, vous avez des développeurs de très très haut niveau. Donc je redis, c'est assez exceptionnel parce que ce n'est pas du tout le cas de tous les territoires, de toutes les régions. Voilà. Ensuite, donc voilà, allez voir ce site-là, ça vous donne de l'information, vous pouvez effectivement aller plus loin. Ah, il n'y a peut-être pas de développeur à Perpignan, je suis navré. Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Oui, si. Mais il faut le devenir, Estelle. Il faut y aller, il faut le devenir. Il faut devenir développeur. Mais bon, après, vous pouvez toujours vous dire, allez, rapprochez-vous des autres acteurs de la région Occitanie, et puis petit à petit, vous allez développer vos compétences. En fait. De toute façon, quand on rentre dans les projets européens, quand on rentre dans Erasmus de manière générale, vous n'allez pas passer en 6 mois de pas de projet à des projets à 5 millions d'euros. Hein. Vous allez monter des petits projets, vous allez y aller progressivement, vous allez tester le truc, vous allez vous mettre en situation, ça va grossir petit à petit. Hein, en fait, il faut vous faire, ça c'est vraiment une idée, hein, il faut vous faire un plan à 4-5 ans. Quoi. Vous dites, voilà, ok, on monte un premier projet, on participe à un autre, vous pouvez participer, rappelez-vous, vous pouvez vous rattacher à un consortium existant, hein, accrédité. Donc, rapprochez-vous de structures qui sont déjà présentes en disant, voilà, moi, je voudrais bien participer à tel ou tel endroit, voir si ça marche, hein, si ça peut fonctionner. Vous vous rapprochez aussi de partenaires au niveau européen qui vont peut-être pouvoir vous mobiliser. Donc, vous construisez petit à petit. Vous y allez doucement, sans vous. Enfin, vous avez évidemment d'autres actions à développer, et donc petit à petit, vous allez y aller. Quoi, hein. C'est vraiment une démarche progressive. Hein. Vous allez apprendre en faisant. Quoi. C'est forcément comme ça. Voilà, donc ça, c'est un autre exemple d'espace de ressources. Hein. C'est par exemple ce qu'on appelle dans le scolaire. Hein. Vous avez, par exemple, voilà, vous avez, comme indiqué, opportunité de mobilité hein, sur la slide. Hein. Donc, vous êtes artiste, comédien, metteur en scène, danseur, plasticien, etc. Vous dites, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité pour aller donner des cours de danse ou d'art plastique ou de je ne sais pas quoi dans un collège, une école, un lycée en Allemagne, en Italie ou en Turquie ou pour 2 mois quoi. À vous regarder, à mon avis, il y en a. Je n'ai pas regardé, mais je suis sûr qu'il y en a.
Donc voilà, et puis vous envoyez votre truc, et en fait, c'est l'organisme d'accueil qui va faire les invitations, hein, en fait. Hein, c'est vous aurez juste à vous porter candidat. Donc c'est une possibilité. Donc sur eTwinning, dans le scolaire, pareil, là c'est plutôt pour monter, vous avez un projet de coopération, vous cherchez un partenaire, vous pouvez en fait poster votre projet de coopération à d'autres établissements partenaires qui vont aller regarder. C'est pareil dans l'autre sens, quoi. Vous pouvez aller regarder s'il n'y a pas là-dedans un appel à partenariat. Alors ça peut être effectivement un établissement scolaire, mais ça peut aussi être vous en tant que structure. Vous êtes sur un territoire donné, en milieu rural, vous dites tiens, est-ce qu'il n'y a pas un projet? Vous découvrez qu'il y a une école en milieu rural en Allemagne ou comment dirais-je, en Belgique, qui a envie de monter un projet, vous dites tiens, mon collège, peut-être qu'on pourrait monter un truc, je vais les voir. Ok, enfin voilà, ça peut fonctionner comme ça aussi. Dernière référence, ça c'est très intéressant pour vous, c'est la plateforme de projets financés. En fait, c'est intéressant quand on ne sait pas quoi faire dans Erasmus, d'aller voir ce que font les autres. Alors, ce n'est pas vraiment du plagiat, c'est plus de l'inspiration, on va dire. Il s'agit de se dire, OK, qu'est-ce que font les autres et qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Donc, c'est intéressant d'aller voir la plateforme des résultats pour voir qu'est-ce qui a été financé, qu'est-ce qui est réalisé. Vous avez une présentation des projets. Après, vous allez voir les sites, justement, hein, c'est la dissémination, et ça vous donne des idées. Dernier slide ensuite. La question de la plateforme d'information générale sur le programme, qui s'appelle Pénalogue Plus, qui est un sous-site de l'agence Erasmus. Allez voir, hein, vous avez une entrée, voilà, vous le voyez indiqué. Hein, vous êtes candidat, vous allez cliquer là-dessus, vous avez plein de ressources. De la ressource, des vidéos, vous avez des diaporamas, vous avez des formulaires commentés, vous avez de la matière pour aller creuser la question de manière importante. Donc vous commencez par ça, vous lisez le truc, vous regardez les projets existants qui ont été financés, vous contactez un développeur quand vous commencez à voir un peu préciser les choses, vous en parlez dans votre structure, hein, parce que le problème, il ne faut pas que ça, c'est une vraie difficulté, les projets européens en général et d'Erasmus en particulier, c'est qu'on observe que souvent, les projets sont portés par la personne qui est là en fait aujourd'hui, hein, qui a envie de faire le truc, de monter les projets européens, qui est hyper motivé, et puis derrière, le conseil d'administration, la direction, la présidence se dit « oulala, c'est compliqué, etc. » Donc, il faut aussi les associer. Il faut monter les choses avec eux. C'est important. Sinon, vous vous retrouvez tout seul à vous entre guillemets, taper le projet et à le monter et à le suivre. Et vous n'êtes pas. Et vous avez les collègues qui, eux, ne font qu'en bénéficier en partant en voyage d'observation et de partenariat dans tous les sens. Et vous êtes juste là sur votre ordinateur à faire des dossiers et des tableaux Excel, quoi. Donc, il faut associer vos structures en interne et un travail d'information aussi en interne. Voilà, moi, ce que j'avais à dire. Donc, j'ai un peu dépassé, hein, pardon. Merci beaucoup, Christelle, pour les slides. Là, c'était quand même très utile. Désolé de ne pas avoir su m'être rappelé de ce mot de passe. Voilà ce que je pouvais dire. Moi, j'ai encore un petit quart d'heure pour répondre à des questions, s'il y en a. Si on n'a pas, dans tous les cas, moi, mon mail est disponible, là, donc loic.melay@culture.gouv.fr. Et donc, voilà. Oui, ça c'est vrai, François, on n'est pas dans le... Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire le culturel au sens propre? Quand on est dans l'espace français, on voit à peu près ce que ça veut dire, hein, mais dans l'espace international, le culturel au sens propre, c'est une question, hein, de quoi on parle, quoi. On est donc à partir du moment où on est dans l'espace européen, et on est dans un espace où on se dit, OK, on ne sait pas bien comment ça... On n'est pas dans les mêmes définitions, il faut accepter ça. Pour les appels à projets, Nathalie, en fait, il faut regarder le site Pénélope Plus, vous avez les appels. Et comment dirais-je, alors après, encore une fois, comme je l'ai dit, le guide du programme n'est pas encore sorti. Alors normalement, c'est plutôt en mars-avril, de 1 à 3. Alors par exemple, je laisse, c'est mars, juin, septembre. Mais donc voilà, on a en gros, donc c'est mars-avril ou mars-juin-septembre normalement, mais on n'a pas encore les guides du programme, on n'a pas encore les appels. Il faut regarder les sites. Ah oui, attendez, si. Donc inscrivez-vous aux newsletters de l'agence Erasmus, enfin des deux agences Erasmus, éducation, formation et jeunesse et sport. Vous avez donc des flash infos, et donc vous avez des informations sur l'ouverture des appels. Ça vous permet de savoir un peu ce qu'il en est, quoi. Et j'ai vu une autre question là qui était où? Non, il n'y a pas de T à mon nom, c'est avec un Y. Il n'y a pas de majuscule non plus. Quel pourcentage de demandes en déficit des crédits européens? Je n'ai pas le chiffre en tête. Ce qu'on peut dire, c'est que ça augmente très fortement. Et que ça va... alors, à mon avis, mais ça, c'est plus du conseil technique. À mon avis, au vu du contexte actuel, au vu de l'ouverture du programme tardive,
je ne suis pas loin de penser qu'en 2021, une grande partie des personnes qui vont déposer un dossier auront une réponse positive. Et que si vous avez une réponse positive, ça vous inscrira dans la programmation pour la durée à venir. Donc moi, je recommanderais quand même 2021 de faire l'effort d'y aller parce que je pense que 2021, il va y avoir beaucoup de réponses positives. Et encore une fois, rappelons-le, hein, le budget du programme, il augmente de 80%. Hein. Moi, il y a nulle part ailleurs. Hein. Au ministère de la Culture, on n'a plus d'argent, les collectivités aussi. Enfin voilà, donc là, d'un seul coup, là, ça augmente. Hein. Du coup, la question qui est posée, vous voulez poser alors, pardon, on va faire une chose différemment par rapport à la question d'Yves, hein, sur la question du projet avec Wipsy. En fait, c'est un projet qui a déjà été posé dans Erasmus auparavant, ou c'est un projet qui a été déposé dans un autre programme. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est par rapport au contenu du projet, est-ce que c'est un projet mobilité, un projet partenariat, est-ce que c'est un projet à 2, un projet à plus, c'est à plus de 2, c'est à partir de 3, et par rapport à ça, vous devez définir à quel endroit vous vous positionnez. Et aussi, il faut voir aussi par rapport à votre comment dirais-je, au contenu du projet, est-ce que vous êtes dans l'éducation des adultes, la jeunesse ou la formation professionnelle? Ça, là-dessus, c'est pas complètement évident de répondre, mais normalement, en fait, les premiers appels, enfin, donc, il n'y a pas besoin d'accréditation pour déposer un appel à. Enfin, dans tous les cas, il n'y a pas besoin d'accréditation. Si vous avez une accréditation, vous aurez des facilités sur les mobilités. Mais vous pouvez très bien déposer une demande de dossier de financement pour un projet de coopération sans accréditation. Donc, en fait, il faut attendre la prochaine date de dépôt. Et puis, dans ce cas-là, voilà, si c'est ça, observez le prochain appel. Vous aurez a priori 2 mois pour répondre. En théorie, c'est comme ça. Et il faudra rédiger un dossier par rapport au prochain appel, j'imagine. Ça devrait être encore une fois, je ne sais pas, mais fin février, mars, mais on n'a pas l'information précise. Et donc, il faudra déposer dans la Fort Pro, dans l'appel Fort Pro, une demande à ce titre-là. Alors après, la question qu'il faut vous poser, ça c'est une question qu'il faut toujours se poser quand on monte un projet européen, est-ce que vous êtes les plus légitimes et les mieux placés pour déposer? C'est-à-dire, est-ce que vos partenaires belges, italiens ou serbes ne sont pas mieux placés? Et on est mieux placé pourquoi? On est mieux placé parce qu'il y a plus d'argent dans un pays donné. On est mieux placé parce que les partenaires sont plus pros sur les projets européens. On est mieux placé parce qu'il y a moins de candidatures dans un pays ou un autre. Tout ça, il faut essayer de s'en parler un petit peu, quoi. C'est vrai que là, ça, c'est vraiment un élément aussi à avoir en tête quand on s'inscrit dans une logique européenne. On est français, donc on dit oui, c'est nous qui pilotons, etc. C'est nous qui pilotons. Bah, pas forcément, en fait. Vous pouvez vous dire, OK, on pilote pas, on participe. Et c'est pas grave. D'accord, bah dans ce cas-là, si vous êtes partenaire, très bien. C'est vos amis belges, italiens ou serbes qui vont déposer l'un ou l'autre. Il y a à vous de décider ensemble dans le consortium de partenaires de dire où est-ce que c'est le plus pertinent. À mon avis, les Serbes, c'est pas mal. C'est pas mal les Serbes parce c'est des nouveaux dans Erasmus. Ils viennent de rentrer. Du coup, il y a beaucoup d'attention à ce qu'on appelle les Balkans de l'Ouest, hein, au niveau européen. Donc, c'est vrai que ça vaut le coup de suivre un petit peu comment dirais-je, que la Commission européenne dit par rapport aux Balkans de l'Ouest. À la question de l'intégration des nouveaux entrants, des candidats à l'intégration européenne. Donc, moi, à mon avis, ça vaut le coup d'aller de demander aux Serbes d'aller se porter candidat. Mais bon, ça, c'est à vous de voir. Là, comme ça, avec les quelques éléments que vous m'avez donnés, c'est compliqué d'aller plus loin dans la proposition, dans la réflexion. Hein. Bah, je crois qu'on va conclure, non, du coup, Christelle, je ne sais pas ce que tu en penses. Si effectivement, il n'y a plus d'autres questions qui arrivent, nous allons conclure cette matinée très, très intense et dense. Merci Loïc pour cette présentation du nouveau programme, enfin les ajustements et les nouveautés. Donc, maintenant, il va falloir un petit peu se mettre à l'ouvrage. Je tiens à remercier aussi Riyad et Joël pour leur appui technique sur cette matinée, et puis toutes les participantes et participants, bien sûr, pour les questions. Voilà, les prochains rendez-vous de la coopérative de projet, eh bien, c'est le prochain rendez-vous le 24 février avec un webinaire Pyrénart autour de la question des mobilités des collaborations en Amérique du Nord. Quelles sont les ressources et quels sont les formats d'opportunités sur ce territoire-là? Et une plénière de la coopérative de projet, donc fin juin, début juillet, dans le cadre du festival Cratère Surface à Alès. Voilà pour les rendez-vous assez proches. Et puis peut-être d'autres rendez-vous entre-temps en fonction des appels à projets et autres et des remontées, des besoins que vous partagerez. Merci beaucoup Loïc. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.